Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Flon, je suis secrétaire général de l'U2P des Hauts-de-France. L'U2P, c'est l'Union des entreprises de proximité de la région. Donc, nous représentons les entreprises artisanales, les commerçants de proximité et les professions libérales, et nous sommes 190 000 entreprises sur la région. Donc, je suis très heureux aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire consacré à la transition professionnelle dans l'artisanat pour des métiers passion. Ce webinaire est organisé par la CPRIA. Donc, la CPRIA, vous voyez derrière M. Gilbert et Mme Mercier, donc c'est la Commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat qui regroupe à la fois l'U2P et les syndicats de salariés. Et ce webinaire est également organisé par l'ARACT, donc l'Agence régionale de l'amélioration des conditions de travail. Et nous allons être ensemble pendant 2 heures pour avoir différents témoignages de personnes qui ont mené une transition professionnelle pour aller dans des métiers passion de l'artisanat. Et nous aurons également une présentation de la part du directeur de Transition Pro pour vous parler des différents dispositifs existants en région, mais également de Proche Emploi par l'intermédiaire de M. Cyril Gréau. Je vous rappelle que vous avez accès à 3 onglets dans l'outil Livestorm en bas à droite. Donc l'onglet Chat, si vous avez des questions, notamment d'ordre technique. Vous avez également l'onglet questions. Donc là, vous pouvez poser vos questions. Nous y répondrons soit en direct à l'écrit, soit après les interventions. Donc je poserai les questions et les différents intervenants seront sollicités pour y répondre. Et vous avez également un onglet sondage. Nous allons avoir 2 sondages lors de ce webinaire. Et du coup, je vous inviterai à y répondre le moment venu. Voilà. Donc, lors de ce webinaire, nous allons commencer par une présentation de la CPRIA. Donc, je passe la parole à Monsieur Philippe Gilbert, président de la CPRIA, et à Madame Mercier, vice-présidente de la CPRIA. C'est à vous, Monsieur Gilbert. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc la CPRIA, oui, comme vous l'avez dit, c'est une commission paritaire régionale interprofessionnelle de l'artisanat. Les travaux que font cette commission paritaire sont tout à fait aujourd'hui d'actualité puisqu'on est dans la semaine donc de la qualité de vie au travail. Et c'est un des thèmes que, à l'habitude, d'aborder notre commission paritaire. Je vais peut-être laisser Evelyne Mercier dire quelques mots sur nos travaux également. Bonjour à tous, donc je suis représentante Force ouvrière au sein de la CPRIA et à ce titre vice-présidente. Donc j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble et que nous apprendrons des tas de choses. Alors, la CPRIA, c'est aussi un dialogue social dans l'artisanat qui concerne tant la qualité de vie au travail que l'apprentissage et même jusqu'à l'employabilité des seniors, parce qu'il n'y a aucune catégorie d'âge que nous négligeons. Donc, il y a également la prévention des conflits, de façon à éviter que ça aille même jusqu'au Conseil des prud'hommes, et à tout ce qui concerne l'emploi, bien sûr la formation professionnelle et l'accompagnement donc, des salariés. Alors, nos missions sont tout à fait importantes et je pense que l'employabilité et également tout ce qui concerne les reconversions, ça fait aussi partie de nos missions. Et aujourd'hui, je pense que nous allons apprendre bien des choses qui nous aideront dans notre mission de représentants syndicales, qu'ils soient employeurs ou salariés, au sein de la CPRIA. Alors, on a aussi un rôle très important dans l'emploi, c'est la promotion des métiers de l'artisanat et de favoriser surtout l'accès à l'emploi et aider à l'employabilité également des seniors. C'est aujourd'hui quelque chose que l'on doit travailler ensemble et que l'on travaille ensemble. Les conditions de travail, bien sûr, informer sur la réglementation et les questions liées à l'emploi, c'est aussi contribuer à l'amélioration des conditions de travail. Et comme l'a dit Mme Mercier, créer le dialogue pour éviter les conflits dans les entreprises. Merci Philippe, merci Evelyne. C'est tout bon pour vous, pour la CPRIA? Vous voulez rajouter d'autres choses? Bon, on a juste aussi peut-être un petit mot à rajouter parce qu'on n'en profite pas assez. Aujourd'hui, on a un dispositif qui s'appelle le Proximéo,
et qui facilite l'accès aux activités sociales, sportives et culturelles. Et aujourd'hui, donc, aussi bien les artisans que les employés des artisans peuvent bénéficier de cette possibilité à travers Proximeo, et grâce à la CPRIA, vous pouvez profiter de remises importantes, davantage sur les loisirs, les vacances, la maison, le shopping et bien d'autres. Donc rendez-vous tous si vous le souhaitez sur proximeo-france.fr pour bénéficier de choses qui ont été négociées. C'est un peu le comité d'entreprise des artisans et de leurs salariés. Ce que je peux dire également sur la CPRIA, c'est qu'il y a une grande entente entre nous, parce que nous cherchons avant tout à dialoguer et à faire en sorte que tout se passe bien dans le milieu de l'artisanat. Tout à fait. C'est ce qu'on appelle le dialogue social. Merci Madame Mercier, merci Philippe. Si c'est bon pour vous, du coup, je propose qu'on passe la parole à Madame Marilène Copy, qui va nous parler de la semaine de la qualité de vie au travail et faire une présentation de la RACT. D'accord. Donc, nous sommes, bonjour, alors, nous sommes pour toute la semaine sur des événements de tout type, webinaires ou événements présentiels, dont sur une thématique, la thématique de l'année, c'est enquête de sens au travail. Donc, du 20 au 24 juin, plusieurs événements dans toute la région. La SQVT, on en est à la 17e édition cette année, de Semaine pour la qualité de vie au travail. Le sujet, cette année, n'est pas anodin, après ces 2 années de Covid qui ont pu faire prendre des distances à certains sur le travail et qui réinterrogent la question de son sens. Voilà. Donc, c'est vraiment pas anodin, ce choix de sujet. Et donc, aujourd'hui, peut-être rappeler un petit peu qui est la RACT sur le slide suivant. Donc, pour tous les événements de la SQVT, vous pouvez aller sur notre site et vous verrez tous les jours, il y a des événements en présentiel ou en distanciel. Donc, peut-être rappel sur qui nous sommes, la RACT, Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Nous sommes un réseau. ANACT, le N, c'est notre tête de réseau, et ARACT, une ARACT par région. Notre mission est finalement d'appuyer les organisations, de préférence les TPE, les PME, que ce soit privés ou associatifs, lorsqu'elles cherchent à construire des démarches d'amélioration ou des projets qui auront des incidences sur les conditions de travail et la performance. Vraiment, la spécificité du réseau ANACT-ARACT, c'est de tenir, de tenter de tenir dans l'accompagnement qui est fait ces deux entrées, performance et qualité de vie au travail, conditions de travail. Pourquoi on le fait d'autant bien que nous sommes paritaires, c'est-à-dire que nous sommes gérés par les 3 organisations patronales et les 5 organisations représentantes de salariés représentatives dans le privé. Donc, il y a vraiment cette volonté de faire du paritarisme de statut aussi un paritarisme en acte sur la manière dont on accompagne les structures. On est plutôt sur le champ, on va dire, de l'innovation sociale, c'est quand des sujets émergent, le rôle du réseau est d'être dans une logique d'expérimentation. Dès que l'expérimentation a apporté des éléments un peu invariants de méthodo, notre rôle est de passer la main au champ du privé, donc aux consultants. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet-là. Peut-être la slide suivante. Donc, la manière dont nous travaillons, c'est que, point essentiel, c'est que l'organisation du travail est un déterminant de la qualité des conditions de travail. Et là, on peut le dire dans tous les secteurs d'activité, dans toutes les tailles d'entreprise. On fait un élément invariant, un petit peu un postulat, c'est de mettre ce qu'on appelle, nous, le dialogue social et professionnel, de mettre les logiques d'accompagnement, de changement, de mettre le dialogue social professionnel au centre de ces dynamiques. Alors, quand on parle de dialogue social, on va dire que c'est plutôt dans le champ du dialogue institué, quand il y a des instances du type CSE dans les structures. Et professionnel, c'est à la fois dans les relations managériales et collaborateurs. Autre élément fort de nos démarches, c'est l'analyse du travail. On rentre par le travail.
Et là aussi, j'insiste, quel que soit le secteur. La semaine passée, on a été dans le champ, on a fait des interventions, une dans le champ de l'entreprise adaptée, le lendemain auprès des anesthésistes réanimateurs, qui se posent aussi des questions avec les réformes qui entourent le monde hospitalier. Et dans tous les cas, on voit qu'il y a une difficulté à mettre le travail au cœur des changements. Et donc, la spécificité du Réseau Interact, c'est là-dessus, et de finalement aider les acteurs à mettre en discussion ces objets de travail qui sont au cœur tant de la performance de la structure que de la qualité de vie au travail et les conditions de travail des agents. Donc, on a des invariants méthodologiques, c'est le paritarisme, comme je l'ai dit, et puis l'approche participative, mettre les divers collaborateurs, quel que soit le statut, dans la boucle des projets. Et finalement, on va dire que l'ARACT peut avoir dans ce cadre-là une sorte de rôle de facilitation, à aider les acteurs à se mettre en mouvement. Et bien sûr, nous, notre paritarisme fait que nous sommes équidistants par rapport aux partis. Alors, un élément, chaque année, quand on fait la SQVT, on fait un sondage sur un peu la thématique de l'année, juste la semaine ou la semaine d'avant, 2 semaines ou une semaine avant, sur la thématique. Et là, c'était la question du sens du travail. Et ce qu'on voit cette année, c'est que finalement, il y a quand même, on va dire, 4 actifs sur 10 qui envisagent de changer d'emploi pour un travail qui aurait plus de sens. Et peut-être que là, il faut mettre en parallèle avec ce qu'on a observé après 1 an de Covid, c'est le big quit qu'on a observé aux États-Unis, où des salariés sortaient des radars, des intérêts pour le monde du travail, qu'on a un peu connu aussi en France. Et donc, on voit là que peut-être la pandémie a été une occasion de se re-questionner sur qu'est-ce que je veux faire, y compris dans le champ du travail. Donc, 4 sur 10 envisagent de changer d'emploi pour aller vers une activité qui a plus de sens. Cette interrogation, c'est beaucoup plus fort depuis qu'il y a eu la crise sanitaire. Autre élément sur le sens, c'est quelque chose qui apparaît assez souvent, c'est qu'un actif, quand on dit actif, ce sont des actifs occupés, donc en emploi, ou actifs en recherche d'emploi. L'actif renvoie à ces deux catégories. Pour un tiers des actifs, la rémunération est insuffisante et est un élément fort qui fait aussi perdre du sens, y compris le manque de reconnaissance. Et il y a une volonté assez présente des divers acteurs pour finalement plus de reconnaissance. Et puis la possibilité, nous on le dit comme ça, de pouvoir s'exprimer et être force de proposition sur leur travail. C'est aussi pour ça qu'on invite dans les accompagnements qu'on fait les entreprises, quelle que soit leur taille, à permettre aux salariés de participer au changement et finalement être force de proposition sur ces éléments-là. Et peut-être parce qu'on manque de temps, mais je pense que c'est important, c'est ce que je disais M. Flon tout à l'heure en mail, il est quand même important de voir que la question du sens au travail, dans le sondage qu'on a fait, repose sur 3 grandes dimensions. Un travail qui a du sens, c'est un travail dont on perçoit une utilité, se sentir utile à la société, à la population, à l'entreprise, et ça représente 83% des personnes interrogées évoquent ça. C'est aussi être en cohérence éthique, c'est-à-dire avoir une concordance entre les valeurs personnelles et les valeurs professionnelles, ça c'est pour 87%, et éviter d'être dans une situation plus schizophrénique où je fais des choses qui ne me ressemblent pas, qui me mettent en dissonance cognitive et émotionnelle plus large et qui ont des effets assez délétères pour l'entreprise et les agents, et être aussi en capacité de contribuer à mon développement. Ça, c'est des éléments importants, et peut-être ce qui est apparu cette année, beaucoup plus fortement que les années précédentes, le sens au travail passe aussi par le fait de pouvoir d'avoir un impact positif sur l'écologie fort. Voilà, ça, c'est assez nouveau. C'était assez notable pour qu'on puisse le dire. Donc, nous sommes heureux de pouvoir un peu, que la SQVT puisse chapeauter cette initiative de la CPRIA. Très bien. Merci beaucoup, Madame Copy, pour cette présentation et puis pour ces précisions sur le sens au travail, la recherche de sens au travail.
Je vous propose maintenant de passer à un petit sondage. Voilà, on souhaiterait savoir quels sont les participants à ce sondage. Donc, on souhaiterait savoir finalement dans quelle situation vous êtes, c'est-à-dire est-ce que vous êtes en situation de reconversion professionnelle, en cours de reconversion professionnelle ou en projet? Est-ce que vous êtes en projet de création d'entreprise, en recherche d'emploi ou en accompagnement de projets de personnes qui elles-mêmes ont un projet ou est en cours de transition professionnelle? Ou est-ce que vous êtes dans un autre cas finalement? Donc, je vous propose de répondre au petit sondage qui est dans l'onglet sondage en bas à droite. Et après, donc, on verra les résultats. Donc, vous pouvez y aller, s'il vous plaît. Donc, vous choisissez votre réponse et vous soumettez le vote. Je vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Bon, nous arrivons donc à 23 personnes qui ont répondu. Donc, vous êtes la plupart dans une autre situation et nous avons quelques personnes donc, qui sont en projet de reconversion professionnelle ou en cours de reconversion professionnelle, même en projet de création d'entreprise ou en recherche d'emploi. Et nous avons bien sûr aussi des personnes qui nous suivent et qui sont en accompagnement de personnes ou de projets de transition professionnelle. Voilà le résultat. Donc, c'est bien, ça nous permet de voir à peu près quelles sont les personnes qui sont connectées aujourd'hui. Et du coup, maintenant, je propose de passer aux témoignages donc, de différentes personnes qui ont mené des projets de reconversion professionnelle. Donc, nous allons voir le témoignage de Brice Laderrière, de Coralie Dervaux, de Gaëtan Sestolin, puis de Céline Chantraine. Donc, nous allons commencer du coup par Brice Laderrière. Donc, Brice, vous êtes avec nous. Bonjour, bonjour. Bonjour Brice, donc vous avez 36 ans, vous êtes aujourd'hui boulanger-pâtissier à la boulangerie-pâtisserie Aux Délices à Marly dans le Nord. Et du coup, vous deviez intervenir avec Patricia Fournier, la chef d'entreprise, mais qui s'excuse pour raisons personnelles, donc elle ne sera pas présente. Mais je pourrais prendre le relais à sa place, parce que je connais bien Patricia. Voilà. Donc, bonjour Brice. Du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre parcours professionnel et comment vous êtes arrivé, comment vous êtes devenu finalement pâtissier? D'accord, donc moi initialement je n'ai pas du tout fait de pâtisserie. Mes diplômes initiaux sont, enfin j'ai fait des études de chimie. Donc j'ai un master ICM, donc ingénierie de la chimie et des matériaux. Et donc après mes diplômes, recherche de travail. Et donc mon conseiller pour l'emploi m'a clairement dit que après ces études, en tant que jeune ingénieur sans expérience, il me fallait au minimum 3 ans pour trouver du travail. Bon, ça m'a un peu refroidi. Et malheureusement, mes parents ont eu quelques soucis de santé, ils ont dû arrêter de travailler. Donc, j'ai dû trouver du travail assez rapidement. Donc, j'ai fait des petits boulots. J'ai été manutentionnaire, j'ai fait les nuits chez Toyota, j'ai donné des cours de chimie, enfin, des petits boulots, quoi. Et un jour, j'en ai eu marre, voilà, je vous le cache pas. Je voulais faire quelque chose dont j'avais envie. Je voulais me lever tout le matin pour me dire, voilà, j'ai envie d'aller travailler. Donc, je me suis fait accompagner par le PLI. Vous pouvez préciser le PLI, Brice? Le PLI, c'est le plan local d'insertion à l'emploi. D'accord. Voilà, et ils m'ont conseillé de faire un bilan de compétences. Donc, à l'issue de ce bilan qui a duré quand même plusieurs semaines, il s'est avéré que les métiers de bouche étaient pour moi. Et ils m'ont fait faire une semaine de découverte des métiers de bouche, donc au CFA qui était à Prouvy. C'était, voilà. Donc, tous les métiers de bouche, la cuisine, la boucherie, la pâtisserie, la boulangerie, voilà. Et il s'en est découlé la pâtisserie. Et pour être vraiment sûr que ce métier était fait pour moi, j'ai fait une semaine de stage. Le PLI a contacté le dirigeant de cette entreprise qui était situé à Famars. Il a bien confirmé que j'étais fait pour ça. Et à la suite de ça, donc j'ai pu intégrer une formation de CAP de pâtissier, donc en 1 an. J'ai fait mon entreprise était celle de Patricia Fournier, donc Aux Délices à Marly.
Elle m'a ensuite conseillé de continuer, de ne pas rester au stade du CAP, donc de faire une mention complémentaire. Et je suis toujours resté dans son entreprise. Et aujourd'hui, voilà, elle m'a embauché, je suis pâtissier à plein temps. D'accord. Et comment vous vous sentez aujourd'hui dans la pâtisserie? Très bien. Je me suis parfaitement intégré, l'équipe m'a très bien accueilli, tout va pour le mieux. Et vous souhaitez poursuivre d'autres formations, d'autres perfectionnements dans le domaine de la Alors pâtisserie? oui, voilà, je voudrais me perfectionner en chocolaterie, en confection de pièces montées, de croque-en-bouche, voilà, mais ça, après, faut le temps, parce que si je suis à l'école, je suis pas en entreprise, faut des financements, voilà. D'accord. Et d'après vous, quelle est l'impression de Patricia par rapport à votre travail Bah, je pense qu'elle est assez contente de moi, hein. Il n'y a pas de, voilà, comment dire, c'est moi qui, en partie, forme les apprentis. D'après, je suis un bon pédagogue, je suis assez diplomate. Et voilà, donc je pense j'espère du moins qu'elle est contente de moi. C'est ce que disait, en échangeant avec Patricia, c'est ce qu'elle disait, un bon pédagogue, diplomate, donc bon formateur en interne pour les autres apprentis, finalement. Et du coup, bah, elle est très contente de vous, hein, Patricia. Et du coup, cette relation, c'est marrant parce entre un master de chimie et la pâtisserie, on pourrait se demander finalement bah, pourquoi ce saut et est-ce qu'il y a des relations? Et finalement, je pense qu'il y a des relations entre la Ah oui, chimie et la oui, oui. pâtisserie. Oui, la chimie et la pâtisserie, oui, il y a pas mal de relations, oui. Disons que mes études me servent beaucoup, oui. D'accord. Vous voulez ajouter d'autres choses, Brice? Non, enfin, non, non. Donc, vous vous éclatez aujourd'hui dans votre métier, Voilà, oui. métier de l'artisanat. Et quand vous en parlez autour de vous, il y a des gens qui vous posent des questions, qui sont intéressés, qui ont Oui, envie de faire oui. la même chose, Voilà, bah, qui me demandent des conseils parce que voilà, il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans des bureaux voilà, qui aimeraient changer de voie, voilà. Ils me demandent comment j'y ai pu passer, comment je suis arrivé à la pâtisserie, donc j'essaie de les aiguiller au mieux, voilà, bilan de compétences, comment dire, de demander à d'autres personnes qui l'ont fait, voilà. Qu'est-ce que vous ressentez exactement dans ce métier d'artisanat? Est-ce que vous ressentez un peu plus d'autonomie, de liberté? Qu'est-ce que Ah vous oui, ressentez quand vous travaillez pour ben, ce métier? voilà, il y a pas mal de créations, je peux m'exprimer plus librement que, voilà. Je, je crée beaucoup, Donc ça met en exergue voilà, votre partie créative, enfin voilà. votre instinct créatif. Et vous expérimentez des choses en pâtisserie chez Patricia? Oui, bah, après, voilà, Pratissa et Monsieur Fournier ont beaucoup d'expérience, donc quand j'ai une idée, je leur demande si c'est réalisable, si les goûts vont ensemble, si, voilà, on est une bonne équipe, ils sont très bons pédagogues aussi, et voilà, de très bons conseils aussi. Donc vous pourriez dire aujourd'hui que vous êtes heureux dans votre métier. Oui, voilà, Voilà. je suis très heureux, Et vous arrivez à le partager avec d'autres. voilà, Vous faites partie d'un collectif? non, Non. ah, On verra ça avec d'autres intervenantes après ouais. qui font partie de collectifs. Intéressant. Vous voulez rajouter autre chose, Brice? Non. Que si des gens sont intéressés, ils peuvent vous contacter Ah pour... oui, bien sûr, s'il y a des gens qui sont intéressés par une reconversion en pâtisserie, il n'y a pas de souci, oui, je pourrais aisément répondre à leurs questions, il n'y a aucun problème. D'accord. Bah tiens, justement, je vois une question, donc on va la prendre comme ça à brûle pour point. Donc, je vais lire la question. Donc, c'est Brice, par quel organisme avez-vous fait votre année de formation? Alors, moi, c'est grâce au PLI, donc le plan local d'insertion à l'emploi, qui m'ont mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que grâce au bilan de compétences, et c'est eux qui m'ont directement mis en relation avec le CFA. D'accord. Après, il y a Pôle emploi aussi qui peut peut-être l'aider. Actuellement, on a une stagiaire qui est passée par Pôle emploi, qui a réussi à trouver sa formation par Pôle emploi. Donc, c'était une formation d'1 an et vous avez obtenu Voilà, votre en adulte. Adulte. Formation formation adulte. adulte. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour Brice? N'hésitez pas à poser vos questions.
Écoutez, merci beaucoup, Brice, pour ce témoignage. Donc, Merci du à coup, vous. Patricia devait intervenir, mais du coup, elle est absente pour raison personnelle, donc elle s'excuse. Mais ce qu'elle disait, donc, c'est qu'elle est très contente de vous aujourd'hui, de votre implication, de votre savoir-être en entreprise. Et du coup, elle aimerait bien du coup trouver des financements complémentaires pour vous aider à passer des mentions complémentaires, c'est-à-dire d'avoir un accompagnement financier pour vous permettre d'aller plus loin dans votre métier. Il y a une deuxième question. Donc oui, mon bilan de compétences m'a très bien aiguillé. Sincèrement, si vous êtes un peu perdu si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, que vous voulez changer d'emploi ou quoi, après faites un bilan de compétences. Ça m'a grandement aidé. J'ai été perdu, j'avais fait 10, 12 ans de chimie, je connaissais que ça, hein. Et j'avoue que le bilan de compétences m'a donné des pistes auxquelles j'y avais jamais pensé, enfin je n'aurais jamais pensé, notamment la pâtisserie. Donc oui, le bilan de compétences m'a beaucoup aidé. Ouais. Merci d'avoir répondu à la question, Brice. D'autres questions pour Brice? Donc, vous avez vu, Brice s'est posé des questions et est parti dans une autre voie et du coup s'est fait aider, s'est fait accompagner. Faut Et a pas pu hésiter à se permettre faire de aider. développer. Faut pas hésiter à se faire aider. Ça, voilà. Donc, nous avons une troisième question. Qu'est-ce qui a Alors fait que... c'est, alors Faut que je lise la question, Brice, excusez-moi. Qu'est-ce qui a fait que votre bilan de compétences vous a orienté vers la pâtisserie? Est-ce que c'est parce que vous en aviez déjà fait avant, en loisir? Alors c'est une société émergence. Alors je sais pas si elle existe encore cette société. Ensuite donc on passe des tests, hein. Dans un bilan de compétences, on passe différents tests, on fait des stages, voilà. Et non, la pâtisserie, c'était une des pistes. Et j'avais jamais fait de pas. Si, j'en avais fait un peu chez moi, mais c'était pas. Disons que j'étais pas passionné par ça, quoi. Disons que le bilan m'a orienté vers ça et Madame Fournier, pendant mes 2 années d'études, m'a donné goût à la pâtisserie, on va dire. Merci pour votre réponse. D'autres questions? Alors, Nadège qui pose la question, c'est donc un des tests qui a fait ressortir la pâtisserie. Alors, en fait, un bilan de compétences, c'est toute une série de tests. Ça se passe sur plusieurs semaines. Enfin, à expliquer, c'est assez compliqué, mais voilà, on fait pas un test et on sait. Ça s'étale sur plusieurs semaines. Merci. Nous avons encore un petit peu de temps pour d'autres questions, si vous le souhaitez. Donc, pour résumer, Brice, vous êtes heureux aujourd'hui dans votre travail. Voilà. Vous arrivez à le partager avec d'autres. Vous souhaitez encore évoluer dans ce métier. Et Patricia, du coup, est très satisfaite de vous avoir pris en apprentissage et du coup de continuer avec vous. Oui. Merci beaucoup, Brice. Merci à vous. Merci pour votre intervention. Maintenant, je vous propose de passer à l'intervention de Coralie Dervaux. Bonjour Coralie. Bonjour. Donc Coralie, vous avez 35 ans, je me permets, vous êtes maman célibataire, je précise, et donc vous êtes aujourd'hui vannière à l'entreprise Nouveau Matin à l'Isle-sur-la-Sorgue dans le Vaucluse, parce que vous avez changé de région. Exactement. Donc de la même façon qu'avec Brice, je vais vous laisser parler de votre parcours, comment vous avez fait du coup pour arriver aujourd'hui à être vannière, et surtout en changeant de région, ce qui n'est pas forcément évident. Oui, complètement. Du coup, par quoi j'ai commencé Que faisiez-vous avant d'être vannière? D'accord. Donc avant, j'étais visual merchandiser, donc décoratrice, agenceuse chez Ikea pendant 3 ans. Et bien avant, j'étais dans un autre groupe et j'ai fait ça pendant 5 ans. Donc ça fait un petit 10 ans que je fais ce métier-là, enfin que je faisais ce métier-là. Et la vannerie, donc j'ai vraiment commencé mon projet en décembre 2019 et je suis passée par plein d'étapes pour créer mon entreprise, donc Nouveau Matin. Donc, vous avez été visuel merchandiser pendant 5 ans, mais du coup, donc vous faisiez ça comme métier avant, mais du coup, qu'est-ce qui vous a amené à changer, à vous poser des questions ou à vous remettre en question ou à...
à chercher à faire autre chose? Oui, bah, l'élément déclencheur, clairement, ça a été ma dernière expérience chez Ikea, la grande distribution. Bah, chez Ikea, quand on fait une école de déco, c'est un peu le Saint Graal. Voilà, donc je l'ai fait, je l'ai testé. Et bah, ce qui s'est passé, c'est l'arrivée de ma responsable, d'une nouvelle responsable qui a complètement chamboulé ma vision du travail chez Ikea. On ne s'est pas du tout bien entendu et ça a été l'élément déclencheur à pousser mes recherches, mais c'est vrai que ça faisait déjà quelques mois que j'allais pas spécialement bien au travail. Le fait de se lever et de ne pas savoir ce qu'on fait là, à l'instant où on est là dans l'entreprise, c'est compliqué. Ça devenait vraiment très compliqué d'aller au travail. D'accord. Et pendant cette expérience chez Ikea, vous avez fait une demande de congé individuel de formation? Oui, c'est ça. En fait, tout simplement, je ne savais pas du tout encore ce que je voulais faire, mais j'en ai parlé tout de suite à ma RH qui a été très à l'écoute et je lui ai dit que je voulais partir. Et c'est elle qui m'a orientée vers Transition Pro, que je ne connaissais pas du tout à l'époque. Enfin, alors, je connaissais mes parts, anciennement Fongestif parce que j'avais fait un bilan de compétences 2 ans auparavant. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire mes recherches. Et puis bah, après, de bouche à oreille, j'ai été accompagnée effectivement donc, par Transition Pro, mais par un conseiller qui faisait partie de InStep à Tourcoing et qui m'a vraiment aiguillée sur mes recherches et puis aussi à faire mon dossier de demande, mais d'avoir les différentes étapes. Donc, quand j'en ai parlé à Ikea, elle m'a dit écoute, essaye de voir ce que tu veux faire. Et puis j'avais tout à démarrer aussi par le Vision Board. Donc le Vision Board, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est une grande planche, on va dire, où on se fixe des objectifs réalisables. Et vraiment, tout est parti de là. C'était une amie qui me l'avait conseillé. Et moi, mon premier objectif, c'était de changer d'orientation professionnelle. Le deuxième, c'est de déménager, mais j'en parlerai après. Et donc, du coup, tout est parti de là. Et puis, les recherches que j'ai pu faire, la vannerie, il y avait plein de choses dans le milieu artistique qui me plaisaient. Et puis, ouais, donc je resitue un petit peu les dates, mais ouais, c'est ça. J'ai fait ma demande de congé individuel de formation auprès d'ICAE qui a été accordée. Puis après, tout s'est enchaîné. D'accord. Mais du coup, comment vous avez choisi ce métier de vannerie? La vannerie, vraiment clairement avec le Vision Board, grâce à mes recherches. Ça m'a pris 1 mois et demi. En fait, ça a toujours été là, la vannerie. Oui, c'est ce que j'aime aussi. Je pense que c'est le côté manuel. J'ai toujours travaillé dans dans des milieux artistiques, mais j'ai fait aussi des études artistiques. Du coup, voilà, je voulais retrouver, comme on disait tout à l'heure, des valeurs de travail, voilà, retourner à du manuel. Ça me manquait énormément. La vannerie, parce que quand je vois, parce que moi, la déco, j'adore ça. Quand je vois des paniers ou autres, tout ce qui est fait en matière naturelle dans les magasins, je ne l'achète pas et je regarde comment c'est fait. Et donc, voilà, du coup, j'ai commencé à me renseigner sur cette formation-là par le site le compte individuel de formation. Et du coup, voilà, j'ai trouvé, parce que j'ai élargi ma recherche sur la France, et c'est comme ça que j'ai trouvé une formation donc à Lyon. Donc moi, ma première étape, ça a été d'abord d'aller à Lyon. Il y a une école de vannerie en France, mais voilà, pour des raisons personnelles, je ne voulais pas spécialement aller là-bas. Et Lyon, c'était parfait. Et puis j'ai été accompagnée donc, par le Greta, puisque c'est une formation d'adulte. Donc j'ai passé mon CAP vannerie en 1 an. D'accord. On n'a peut-être pas forcément précisé la vannerie, mais on peut peut-être dire ce que c'est que la vannerie? Oui, c'est le tressage de matières naturelles, en l'occurrence l'osier et le rotin. Donc, qui sont vraiment des fibres soit qui poussent en France ou dans d'autres régions du monde. Si vous avez un objet, n'hésitez pas à le montrer. Oui, j'en ai plein. J'ai ma valise. La valise, oui, voilà, c'est ça. Ah, donc ça, c'est les objets que vous fabriquez aujourd'hui. Oui, là, je suis dans mon atelier, donc j'ai plein de choses. Oui. Donc, il y a l'osier, le rotin principalement. Donc le fait de créer, c'est important. Donc, vous vous êtes fait accompagner par Transition Pro. Vous avez trouvé une formation à Lyon pour passer votre diplôme de vannerie. Exactement. Tout ça, ça a été financé Oui, par Transition Pro. Et puis, j'ai utilisé aussi une part, l'entièreté de mon compte individuel de formation que j'avais à l'époque, du budget. Et puis, grâce à IKEA aussi qui m'ont accordé le départ. Mais oui, tout a été entièrement financé par Transition Pro. Le coût de ma formation. Et puis, après, les salaires, etc. Oui, c'était une certaine somme pendant 1 an pour passer mon CAP. Donc, première étape à Lyon et après, déménagement à l'Île-sur-la-Sorgue. Mais oui, parce qu'en fait, Lyon, c'était juste la ville, juste pour passer mon CAP. Moi, ça fait 12 ans que je suis tombée amoureuse du Vaucluse.
Donc, c'est une histoire d'amour, vraiment. Et donc, le but, c'était que je parte là-bas. Et donc, quitte à tout changer, alors autant réaliser son autre rêve. Donc, voilà, c'était ça mon deuxième rêve. C'était le Vaucluse. L'île sur la Sorgue, c'était la cerise sur le gâteau. Et je l'ai eu, en fait, le truc, c'est qu'une fois que j'avais bien choisi mon orientation, après, tout s'est aligné. Donc, j'ai réussi. Tout s'est aligné. J'ai fait les rencontres qu'il fallait. J'ai trouvé la maison, l'atelier. Et j'ai créé mon entreprise. Donc là, en septembre. Puisque du coup, le temps de faire la formation, voilà, projet Vision Board décembre 2019. Déposer le dossier, on était en plein confinement, mars 2020. J'ai eu le financement donc en juillet. J'ai déménagé en août et j'ai commencé ma formation en septembre pendant 1 an. Et puis voilà, septembre 2021, me voici ici, à l'Île-sur-la-Sorgue. D'accord. Et quand vous êtes installé, vous avez créé votre entreprise, donc vous êtes installé, vous avez fait une installation auprès de la Chambre de métier, je suppose. Exactement, oui, la Chambre des métiers du Vaucluse, donc l'antenne d'Avignon. Et puis, j'ai été aussi accompagnée par la BGE dès mon arrivée ici. Donc, quand j'ai commencé à avoir la maison en février 2020, moi, j'avais déjà été aidée dans le Nord, à Lambersart, et puis un peu sur Lyon, et puis vraiment ici accompagnée par ma conseillère pour un peu le business plan, si on peut dire, mais vraiment aussi la prospection et tout ce qui va avec pour la création d'entreprise. D'accord. Et au niveau de la Chambre de métier, donc, quel a été le rapport, outre le fait que vous êtes installé à la Chambre de métier? La Chambre des métiers, pour le moment, je participe que à des webinaires aussi. J'ai pas encore trop de contact avec eux, mais oui, c'est tout pour le moment. Ouais, à part la création d'entreprise qui s'est faite en septembre, assez rapidement d'ailleurs. C'est tout, j'ai pas de lien avec eux pour le moment. C'est vrai que quand on a échangé ensemble, je vous indiquais que vous pouviez vous impliquer auprès de l'artisanat. Oui, tout à fait. Je m'y penche, je note tout ça. Oui. Notamment pour les métiers d'art, c'est important. Mais oui, complètement. Ouais. Oui, si, il faut que je le fasse. J'ai vu tout ce qu'ils proposaient, il faut que je prenne le temps de le faire. Oui, complètement. Du coup, aujourd'hui, donc, vous êtes vannière, vous êtes installée, vous avez créé votre entreprise. Du coup, vous fabriquez, vous vendez vos objets. Et je crois que vous faites une autre activité également en parallèle. Oui, j'anime des ateliers. En fait, c'était aussi un projet et je vais vraiment développer ça à fond. J'anime des ateliers. On a la chance ici, dans le Vaucluse, d'avoir le musée de la vannerie parce qu'il y a un village à Cadenet, donc c'est à 45 minutes de l'Île-sur-la-Sorgue, près d'Aix-en-Provence, on va dire. Ça reste le Vaucluse, mais c'était une ancienne ville de vanniers. Il y avait 300 vanniers dans les années 70-80. Ils en ont fait un musée après, l'ancienne usine, et j'ai la chance de donner des ateliers actuellement qui sont financés donc, par le conseil général, et puis d'échanger mon savoir-faire. Donc tout ça, c'est quelque chose vraiment que j'aimerais pousser ici en individuel et aussi ici à l'Île-sur-la-Sorgue. Et puis bien sûr, donc la création d'objets, de la décoration, mais pas que. Et je participe donc à des marchés artisanaux ici dans la région. En plus, on est vraiment une ville touristique, donc ça, c'est super. Voilà, puis plein de choses qui se mettront en place au fur et à mesure, mais il faut bosser quand même. J'imagine. Et comment vous vous sentez aujourd'hui? Qu'est-ce que vous ressentez? Comment vous vous sentez? Franchement, un épanouissement personnel d'abord et professionnel, bien sûr. C'est génial de travailler à son compte. Aujourd'hui, je suis aidée par le Pôle emploi. J'ai un complément de salaire aussi, puisque donc j'ai pas démissionné, j'ai fait un abandon de poste auprès d'IKEA. Mais voilà, après, je me sens bien. Tout s'est aligné encore une fois. Donc, non, c'est super. Je suis très contente de travailler aussi à mon rythme. Moi, je suis très... Comment dire, je trouve très courageuse. Enfin, beaucoup de courage. Oui, on en avait parlé. Ouais, c'est gentil. Oui, après, voilà, quand ça va pas comme ça, et d'ailleurs, d'où le nom de mon entreprise, un nouveau matin. On se réveille un matin et c'est ce matin-là. On le prend et c'est parti, on y va. Donc, tout le monde me demandait si j'avais peur, mais en fait, non, pas du tout. Je n'ai même pas laissé place à la peur. Il fallait que je le fasse. On n'a qu'une vie, donc on prend les risques. Et est-ce que vous faites partie d'un collectif où vous échangez avec d'autres? Oui, du coup, alors je faisais partie, je suis partie là il y a quelques jours, mais de F Collective, qui est un collectif de femmes entrepreneuses lilloises. Enfin, à la base, c'est lillois, mais on est beaucoup, on est 200 maintenant. Et ils m'ont énormément aidée pendant 1 an dans la création de mon entreprise. On aborde plein de thèmes avec des professionnels, donc ça se passe en visioconférence, il y a des replays qui sont disponibles.
uniquement avec des professionnels, et c'est une formation enfin, c'est un collectif très riche, l'entraide, le partage, tout. Et puis, bon, effectivement, le fait que ce soit des nanas, donc on rencontre aussi des problématiques exclusivement féminines, la gestion du quotidien, mère de famille, etc. Donc, on peut vraiment échanger sur ça. Mais F Collective a été, pour moi, un élément déclencheur aussi dans les différentes missions là, que je vais avoir dans mon autre entreprise, dans mon rôle. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres projets pour l'avenir, Coralie? Plein de choses. Je ne sais pas si j'aurai assez de ma vie, d'une vie pour tout faire. Oui, il y a l'art-thérapie qui me botte pas mal. Bon, de toute façon, il y aura toujours un lien, de toute façon, je pense, avec le partage. Je pense vraiment développer ce côté atelier. Il y a la création, oui. Je ne pense pas m'arrêter à la vannerie. Je pense que j'ai envie de faire d'autres choses. Oui. Je pousse. Je pousse à fond ce projet et on verra. Mais retourner dans l'entrepreneuriat, non, dans une entreprise, non, là, je ne le sens pas du tout. J'ai envie de développer ça vraiment pour pouvoir en vivre après. Bon, finalement, Ikea, ils vous ont laissé partir, ils vous ont pas été bloquants quand... Non, pas du tout. Non. Voilà, après, la politique, c'est qu'ils font pas de rupture co, malheureusement. Mais non, ça s'est très bien passé. Et puis, avec ma responsable, voilà, même si on s'entendait pas, voilà, elle a été quand même bienveillante, faut dire ce qui est. Mais oui, ils ont été... déjà, le fait d'accepter aussi mon départ, de me conseiller par rapport au FONGECIF, même si c'est leur rôle, tout le monde ne le ferait pas. Et oui, j'en suis très contente. On a eu des très bons rapports. Ils savaient aussi mon projet de création d'entreprise. Donc, c'était assez fluide aussi au moment de mon départ. Et ça s'est très bien passé. Merci beaucoup, Coralie, pour votre témoignage. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Coralie, que je puisse les lire en direct. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Si des questions arrivent après, on les posera après, Coralie. Ça va, il n'y a pas de souci. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à vous. Beaucoup de courage. Changer de métier comme ça et de région, c'est prendre un risque, c'est aller de l'avant. Bravo. Merci beaucoup. Alors, une question de Nadège. Bonjour Coralie, vous avez parlé du comptoir de la formation. Qu'est-ce que c'est et comment vous ont-ils aidé ? C'est quoi le comptoir de la formation? Je ne sais pas. Je ne sais pas. À un moment donné, vous avez parlé que vous avez été aidé pour trouver la formation, que vous avez cherché la formation. Ah, le compte individuel de formation. C'est sur le site. Oui, tout à fait. C'est sur le site, en fait, le compte individuel de formation, où on peut rechercher, en fait, avec des mots-clés, des formations, soit dans notre région, soit partout en France. Et puis des formations payantes, etc. Et c'est des formations où on peut débloquer notre quota d'heures et donc d'argent pour pouvoir réaliser des formations. Oui, pour préciser, c'est le CPF, le compte personnel de formation, sur lequel vous créditez tous les ans une somme d'argent aujourd'hui, qui s'appelle l'ancien DIF, le droit individuel. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Et du coup, grâce à ça, vous pouvez trouver une formation et la faire financer. Exactement. C'est comme ça que j'ai trouvé la formation pour adultes. C'est comme ça que j'ai trouvé la formation pour adultes avec le Greta Lyon et la formation de vannerie, effectivement. Donc, vous voyez, il y a différents déjà dispositifs qui sont mis sur la table par les différents intervenants. La BGE, la Chambre des métiers, pour accompagner à la création et à l'installation, et Transition Pro, et le compte personnel de formation pour aider à trouver les formations, à faire sa reconversion professionnelle. Donc, pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que vous pouvez vous faire aider, accompagner. Complètement. À tout le monde, là. Oui. D'autres questions pour Coralie ? Écoutez, on verra s'il y a d'autres questions par la suite. Donc, du coup, je propose, merci Coralie, je propose de passer à l'intervention de Gaëtan Cestelin. Bonjour Gaëtan. Bonjour à tous et toutes. Bonjour Sébastien. Bonjour. Bonjour Gaëtan. Donc Gaëtan, vous avez 48 ans, vous êtes marié, vous avez des enfants et aujourd'hui vous êtes coutelier à la coutellerie du Vieux-Chêne à Erquinghem-Lys dans le Nord. Et vous êtes aussi impliqué au sein de la Chambre des métiers et de l'UDP. Voilà, je l'avais précisé. Alors Gaëtan, qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant de devenir coutelier ? Alors, moi j'avais l'impression d'avoir un parcours un peu atypique dans le monde de l'artisanat et avec les premières interventions qu'on vient de voir passer lors de ces webinaires, en fait je me rends compte que je n'ai pas un parcours si atypique que ça. Voilà, donc moi j'ai commencé par des études de physique et non pas de chimie comme Brice. Donc j'ai passé par des études de physique appliquées à l'industrie et au laboratoire. Sorti de mes études, je suis passé sous les drapeaux un petit moment.
Voilà, et une fois retour à la vie civile, il a fallu trouver un emploi, et puis l'emploi que se faisait pas, parce que un peu comme dans la chimie, la physique, c'est un peu compliqué. Voilà, et du coup, j'ai repris des études. J'ai repris des études de mécanique. Alors, pour la petite histoire, moi, j'ai toujours fabriqué des couteaux. Voilà, depuis l'âge de 13 ans, je fabrique des couteaux. J'ai toujours été passionné par ça. C'est une vraie passion. Donc, j'ai toujours voulu et j'ai toujours fait des couteaux. Quand quand je suis sorti de troisième et que j'ai voulu faire des couteaux, j'ai proposé ça à mes parents. Et puis, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que moi, j'ai 48 ans, je suis un peu plus âgé que ceux qui sont déjà passés avant moi. L'Internet et le monde de la coutellerie n'étaient pas vulgarisés comme on peut le connaître maintenant. Les voies de communication n'étaient pas les mêmes du tout, donc la coutellerie dans la région du Nord n'était pas du tout connue et reconnue. Donc on m'a dit, écoute, fais des études et continue à t'amuser. Donc c'est ce que j'ai fait des études de physique. Retour sous les drapeaux, pas de travail. Donc suite à ça, j'ai repris des études. Je suis reparti à mes premiers amours, c'est-à-dire la mécanique et la conception mécanique et la métallurgie. Donc j'ai fait des études en conception mécanique, résistance des matériaux et métallurgie. Donc j'ai trouvé un emploi tout de suite, donc dans l'industrie lourde. J'ai travaillé pendant presque 18 ans dans une multinationale qui conçoit des usines d'aluminium à travers le monde, où j'ai été responsable de bureau d'études. J'ai aussi été responsable d'un bureau d'études en Inde pendant 7 ans où je faisais la navette. Donc j'ai eu une vie extrêmement remplie pendant 18 ans, très chargée. J'ai pas mal voyagé, j'ai fait énormément de rencontres intéressantes et un peu plus compliquées. Mais j'ai toujours eu cette passion, j'ai toujours fabriqué des couteaux. Donc je me suis déclaré en 2010 comme auto-entrepreneur, ce qu'on appelle maintenant la micro-entreprise, statut qui avait été créé en 2010 par le président Sarkozy. J'avais eu une autorisation par ma RH pour pouvoir exercer en tandem mon métier au sein de la société et en même temps celle de coutelier. Donc ça se passait bien, tout se passait bien. Et puis est arrivé un moment dans ma vie professionnelle où ça s'est passé un peu moins bien. Changement de directeur de département ingénierie, méthode qui était plus celle que moi j'envisageais, on n'était pas forcément dans la même ligne, et puis dans ces moments-là, on n'est pas à l'aise, quoi. Et puis il faut bien qu'il y en ait un des deux qui cède. Donc ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais déjà un pied dans la coutellerie, et puis j'en ai eu ras-le-bol, donc j'ai tout plaqué. Donc moi j'y suis allé franco, c'est-à-dire que j'y suis plus allé, j'ai tout plaqué. On a fait une rupture conventionnelle et puis je me suis retrouvé à la maison. Donc comme je suis quelqu'un d'assez hyperactif, il a bien fallu faire quelque chose. Et ma femme m'a dit, bon écoute c'est bien, tu es à la maison, mais qu'est-ce que tu veux faire? Donc un job, j'en avais déjà un ailleurs, parce que dans mon métier, on a des spécificités assez particulières, donc on cherchait déjà à me recruter ailleurs. Moi j'avais plus envie. Voilà, j'étais un peu fatigué de mon métier, de ce qu'on attendait de ça. Donc j'avais plus trop envie. Donc je lui ai dit, voilà, j'aimerais bien faire de la coutellerie à plein temps. Et ma femme a eu cette phrase magique, et je pense, Sébastien, qu'on reviendra là-dessus dans la seconde partie de l'entretien. Elle a eu cette phrase magique où elle m'a répondu, écoute, si on ne le fait pas, on ne saura jamais. Voilà, donc j'ai appelé un de mes amis à moi qui est de Toulouse, qui est l'un de mes tout premiers clients, voilà, qui est devenu un ami maintenant, et qui est commissaire aux comptes, expert comptable associé dans son cabinet. Je lui ai dit, voilà, Arnaud, j'ai quitté mon job. Il m'a dit, tu t'en vas chez qui? Je lui ai répondu, non, je m'en vais nulle part, je veux faire de la coutellerie à plein temps. Et là, il m'a dit, écoute, tu m'envoies tous tes chiffres, tu m'envoies toutes tes données, on va arrêter l'auto-entrepreneuriat et on va te faire un prévisionnel et on va te lancer en EURL. Donc ça, c'était fin 2013, début 2014. Donc j'ai démarré mon activité. Donc je suis allé naturellement m'inscrire à la Chambre des métiers, qui était rue Inkermann à Lille, où j'ai fait le stage d'installation à l'entreprise, donc avec une rupture conventionnelle. J'ai transformé une partie de mon chômage, étant donné que j'avais jamais eu besoin. Moi, j'ai eu mon premier contact avec Pôle emploi le jour où j'ai cessé mon activité pour créer une nouvelle activité. Voilà. J'ai un parcours avec Pôle emploi qui est un peu bizarre. C'est le seul moment où je les ai rencontrés. Et donc, j'ai transformé mon droit au chômage en acre, ce qui m'a permis de toucher un capital de 45% directement, ce qui m'a permis d'avoir un fonds d'appel sur une rémunération pour la première année. Donc, je me suis versé mes premières rémunérations avec ce fonds-là afin de démarrer l'activité. Et puis, maintenant, ça va faire 8 ans, quoi. Maintenant, 8 ans que je suis en activité. Voilà. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Gaëtan, par rapport à ce changement d'activité? Le changement d'activité,
c'est plutôt. Alors, déjà, c'est quelque chose que l'on veut, nous, naturellement, donc on se sent plutôt bien en général, hein. Quand on démarre, je me sens très bien dans mon activité. Clairement, je suis presque à regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. Voilà, presque à regretter. Alors, je me dis que presque à regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt, oui. Après, il y a quand même une chose qui est quand même assez importante à savoir, c'est que à l'heure actuelle, je valorise toute l'expérience que j'ai pu avoir avant dans l'industrie et parmi les multinationales, parce qu'une partie de mon métier que j'exerçais avant, que ce soit dans la conception mécanique, dans la gestion de projet ou dans la gestion de prod, que j'ai fait pendant 18 ans, je l'utilise à dose homéopathique dans la gestion de mon entreprise, qui est une URL, et dans la gestion de ma production. Voilà, donc c'est-à-dire que il y a certaines choses qui sont pas si mauvaises que ça et qu'on apprend et qui sont pas si mauvaises que ça quand on a fait des études. Je pense à faire du 5S, avoir de l'organisation, à vraiment gérer la prod, à savoir faire des fiches produits, à calculer une rentabilité. Chose qui est, c'est pas parce que je suis artisan d'art ou qu'on a un métier passion. On l'avait évoqué lors de notre premier entretien ensemble, Sébastien, c'est qu'on est très vite rattrapé par la réalité quand on démarre, c'est que on a un réel besoin de rentabilité. De rentabilité parce que l'État nous le réclame, parce que la pérennité de notre entreprise la réclame aussi. Voilà, donc ça c'est factuel, c'est quelque chose qui vous revient tout de suite et donc qui vous entraîne dans une dynamique où vous avancez forcément, où vous y prenez cœur. Et c'est là où le début de la remarque qu'a fait ma femme quand je me suis installé, c'est là qu'elle est très importante. Et c'est ce que je souligne, c'est que quand nous, on décide, entrepreneur, en tout cas de mon profil ou du profil que vous avez pu voir, quand nous, on décide d'arrêter notre activité de salarié, c'est un choix très égoïste. C'est-à-dire que c'est un choix égoïste, c'est qu'on arrête une activité qui est lucrative, voilà, qui est constante, et on part dans un délire qui nous plaît, mais dans une instabilité financière. Et c'est là où c'est pour moi et puis tous les artisans que je rencontre à l'heure actuellement avec mon engagement au sein de la Chambre des métiers, qui ont à peu près le même profil que moi, on en parle. En fait, c'est hyper important d'avoir une stabilité familiale quand on se lance. Parce qu'on est égoïste, on travaille beaucoup, on s'engage, on n'est pas toujours de bonne humeur quand ça ne va pas. Voilà, donc c'est important d'avoir un noyau familial très solide. Parce que, en fait, même si vous êtes en EURL, même si vous êtes en entreprise individuelle, en fait, vous y emmenez toute votre famille et votre entourage là-dedans. Très bien. Oui, vous me disiez, on peut exercer sa passion, mais il ne faut pas oublier la réalité économique d'une entreprise, Tout à fait. qui est de faire du chiffre d'affaires avant tout. Donc, vous êtes satisfait de votre choix, vous êtes dans votre métier passion, vous êtes bien entouré, vous arrivez à faire ce que vous souhaitiez faire, ça se passe très bien, plutôt très bien. Et aujourd'hui, donc vous fabriquez des couteaux. Vous pouvez dire quel type de produits vous fabriquez et à qui vous les vendez? Alors, moi, en fait, il y a deux univers à l'entreprise. À la coutellerie du Vieux-Chêne, il y a deux univers. Il y a un univers originel qui est le plein air et l'outdoor, parce que je suis originaire de Finlampin, hein, et Finlampin, il y a les bois. Donc, moi, depuis que je suis tout petit, je cours les bois. Donc, j'ai commencé par faire des couteaux qui sont faits pour aller dans les bois et faire des activités de plein air. Donc ça, c'est vraiment l'univers originel. Et après, j'ai un deuxième univers qui est venu se greffer à partir de 2015, où j'ai rencontré des chefs de la région sur un collectif, des chefs étoilés, des chefs reconnus, des gens qui ont fait Top Chef. Donc j'ai un deuxième univers qui est le culinaire et l'art de la table, que j'ai développé maintenant, qui se développe plutôt pas mal, qui apporte une stabilité à l'entreprise, parce qu'on est sur des volumes de commandes qui sont radicalement différents. Et en fait, on a deux univers qui prennent le relais parce que c'est un peu saisonnier, malgré ce qu'on puisse penser. C'est que les restaurateurs, ils ont un gros coup de bourre, et puis en début d'année, ils ont un peu moins le coup de bourre, donc ils pensent plus à des nouveaux projets. Donc voilà, donc on a un univers qui peut prendre le relais de l'autre, donc ça apporte une stabilité à l'entreprise en termes de fabrication et de rentrée d'argent, et qui sont complémentaires. Alors c'est deux univers que j'adore, parce que je suis un gourmand, donc ça me va très bien. J'ai en clientèle, j'ai aussi bien du particulier que du pro. Et moi, j'ai pris le parti, comme je suis un artisan d'art et que j'ai pas peur de le dire, on travaille dans le luxe. Moi, je travaille dans le luxe. J'ai pris le parti de ne pas faire de différenciation de gamme. C'est-à-dire que vous soyez particulier ou vous soyez pro, vous avez la même qualité de produit, vous avez le même service. D'accord. Vous vendez en France, à l'étranger, hein, je crois également. Alors moi, je vends en France, je vends à l'étranger, donc
aussi bien en Europe que sur des pays anglo-saxons. Là, je viens de recevoir un message justement d'un client en Allemagne qui vient de recevoir son couteau et qui est content. Ça fait plaisir. Voilà. Mais oui, je vends à l'international. À l'heure actuelle, c'est une des dominantes pour maintenir une pérennité sur une entreprise, c'est de se tourner vers l'international. Alors, moi, je l'ai fait naturellement parce que j'ai travaillé à l'international pendant pratiquement 18 ans, donc c'est peut-être un peu plus naturel pour moi. Mais disons que oui, c'est une des dominantes. D'accord. Merci Gaëtan pour ce témoignage. Je voulais rajouter, si vous voulez vendre de jolis couteaux dans une jolie valise en vannerie, peut-être vous mettre en relation avec Coralie. Alors, tout à fait. Alors, moi, c'est une chose que je fais aussi. Je travaille en partenariat avec d'autres artisans, alors en général autour de mon atelier. Premièrement, pour valoriser mes produits, valoriser leur travail, mais aussi parce qu'on est complémentaires, en fait. Moi, je suis artisan coutelier, je travaille le cuir, mais quand j'ai, par exemple, vous prenez la couturière qui fait mes pochons en lin du Nord pour ranger mes couteaux de table, c'est tout naturel de ne pas faire ses pochons soi-même, mais d'aller voir la couturière du village. On fait le patronage ensemble, on travaille ensemble, et puis c'est une force de proposition en même temps. Parce que les personnes avec lesquelles on travaille, on a un échange, on a un partenariat, mais on a aussi une force de proposition. C'est-à-dire qu'on arrive avec une idée autour de la table ou autour de l'établi, et puis cette personne, c'est son métier, c'est son regard, elle a un regard différent parce qu'elle a une expérience professionnelle et une expérience de vie différente de la mienne, donc forcément c'est complémentaire. C'est complémentaire, et en général, et même à 100%, ça apporte un plus. Vous faites partie d'un collectif, Gaëtan, vous, sur la région? Alors, je fais partie d'un gros collectif, on Oui, va dire ça, voilà, qui est la Chambre des métiers des Hauts-de-France, en tant qu'élu. Après, en tant que représentant professionnel, non, je fais partie d'aucun collectif. Je suis aussi membre de l'Académie nationale de cuisine, voilà, en tant que partenaire. Donc, c'est un collectif de chefs qui valorise la gastronomie française. Donc, mis à part ces deux collectifs, si on peut parler de collectif pour la Chambre des métiers, non, j'ai pas d'autres collectifs. D'accord. Je rappelle à nos participants que chacun des intervenants ici a une page Facebook que vous pouvez trouver facilement par le nom de l'entreprise sur Facebook, et vous verrez de très jolies fabrications, objets. Voilà. Les 4 sites sont très bien mis en valeur. Je vous conseille d'aller les voir. Gaëtan, nous avons une question de Nadège. Alors, Nadège nous dit, avec du recul, qu'est-ce qui vous a empêché de le faire plus tôt, non pour avoir des regrets, mais pour mieux comprendre ce qui empêche de passer le pas d'un repositionnement professionnel? Il y a souvent la peur de marquer qui se réveille. Qu'est-ce que vous en pensez? De manquer qui se réveille, pardon. Alors, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour engager une reconversion. Il n'y a pas d'âge. 30 secondes, excuse-moi. Tiens, tu prends et tu réponds, s'il te plaît. Excusez-moi. Il n'y a pas d'âge pour engager une reconversion. C'est au moment où on est prêt à le faire. Voilà. Vous allez le sentir vous-même. Vous dites maintenant, il faut y aller. Alors oui, clairement, c'est un peu un saut dans le vide, comme l'expliquait Coralie. C'est qu'à un moment donné, on se lève et puis on y va. Voilà. Alors bon, je pense qu'après c'est un trait de caractère. Mais je pense que c'est un trait de caractère qui est propre à chaque entrepreneur. On a tous un grain de folie. Et puis ce grain de folie, on le cultive et on l'entretient parce que c'est ce qui nous fait avancer. On ne va pas se mentir là-dessus. Je pense pas que... Alors, le faire plus tôt dans le temps, peut-être, parce que ça m'aurait peut-être évité certains désagréments avant le départ. Le faire avant, peut-être pas. Je regrette pas de l'avoir fait maintenant. Voilà, enfin, le fait de l'avoir fait quand je l'ai fait, je ne le regrette pas parce que j'ai eu toute cette expérience que j'ai acquis avant qui me permettent de développer la société et de faire mon métier tel que je le fais maintenant de manière différente, quoi. Je crois que c'est pas évident de dire qu'on aurait pu le faire plus tôt ou plus tard. Le moment, c'est C'est propre à chaque individu, à son parcours de vie, à ce qu'elle a envie d'y mettre et comment elle a envie d'y aller, quoi. Donc clairement, alors, moi, je vais plaider pour la Chambre des métiers. La Chambre des métiers a de très bons conseillers qui peuvent aiguiller ces personnes quand elles vont avoir ce questionnement. Voilà, clairement, on a des conseillers économiques qui sont formés à ça. Savoir si c'est le bon moment de se lancer ou si ce n'est pas le bon moment de se lancer. Si on est armé pour se lancer ou si on n'est pas armé pour se lancer. Donc, il y a ça. Mais après, ça va être propre à chaque individu, quoi.
Je suis d'accord. Merci Gaëtan pour ce témoignage. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Gaëtan? N'hésitez pas. Hein. Bon, ma collègue Dorothée va vous mettre dans le chat les différents liens vers les pages Facebook des 4 intervenants de Brice, Coralie, Gaëtan et Céline. Ça, vous pourrez découvrir les jolis objets qu'ils fabriquent. Et les bonnes pâtisseries, Brice. Parce que là, ça se marche. Alors, Pauline pose également une question. Donc, elle dit, Pauline, bonjour, bravo pour vos parcours. Pour monsieur et madame qui ont créé pour Coralie et Gaëtan, vous avez créé votre entreprise. Il faut avoir un grand nombre de compétences pour rester à flot. Création de site internet, comptabilité, trésorerie, aménagement, partenariat, commande, etc. Avez-vous la possibilité d'embaucher? Est-ce que vous envisagez d'embaucher à ce stade? Moi, personnellement, non, pas à ce stade. Financièrement, c'est pas possible. Par contre, j'ai déjà reçu des stagiaires de l'école de vannerie, mais non, pas pour ça. Et puis pour les autres formations, donc tout ce qui est création de site, trésorerie, comptabilité, grâce à l'AF collective où on a eu des lives avec une expert comptable et puis des gens qui travaillent effectivement dans le référencement naturel, la création de site, etc. Donc tout ça, moi, je l'ai eu grâce à l'AF collective. Gaëtan? Alors, moi, pour l'instant, c'est pas possible de le faire pour différents points. Donc, je voyais dans la question, là, déjà, ça a été abordé. Déjà, c'est un problème de trésorerie et puis de résilience au niveau de l'entreprise. C'est-à-dire, quand vous êtes seul dans votre entreprise, vous avez une résilience assez forte en cas de souci. On l'a vu avec le Covid, tel que ça s'est passé. Moi, j'ai déjà un gros point, c'est que mon atelier est à la maison. Donc pour ça, pour embaucher, il faut qu'on ait un atelier en extérieur. Voilà, chose qui est un projet. Et puis pour pouvoir embaucher, il faut avoir une stabilité en termes de chiffre d'affaires et surtout un niveau de chiffre d'affaires suffisant. Parce que avoir du personnel en plus, c'est un engagement moral vis-à-vis de ces gens, c'est-à-dire qu'on doit leur garantir une pérennité dans leur emploi. Et pour ça, ça demande une stabilité dans l'entreprise. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible. Et c'est un projet qui est à l'étude, que j'envisage, mais qui sera accompagné forcément d'un accroissement et d'un développement de l'entreprise et qui sera forcément fait en tandem avec la Chambre des métiers. D'accord. Merci Gaëtan, merci Coralie. Excusez-moi. J'ai une autre question pour... Ah non, elle a disparu. Attendez, là, si j'ai plusieurs questions. Alors, je vous propose de répondre à ces 3 questions et après on passera à l'intervention de Céline. Sinon, on va prendre du retard. Donc, une première question de Dorothée. Dorothée qui dit, Gaëtan, vous avez évoqué l'importance de l'environnement familial. Toutefois, nous avons perdu Gaëtan. Donc, ça sera pour la prochaine. Quand il reviendra, quand il nous rejoindra, il y a un problème de connexion. Nadine pose la question, Coralie Gaëtan, quelle est votre plus grande difficulté en tant qu'artisan aujourd'hui, Coralie? Là, aujourd'hui, clairement, c'est par rapport au salaire, moi. C'est d'avoir des revenus réguliers. Là, on va dire que c'est ça. Mais ce qui est tout à fait logique, puisque je suis carrément dans ma première année. Donc, là, aujourd'hui, c'est ça pour moi la difficulté. Après, grâce à mes formations précédentes, c'est ce que disait Gaëtan, je pense que toutes nos formations nous amènent à avoir plein de compétences aujourd'hui. Et personnellement, j'ai fait un BTS aussi communication visuelle. Du coup, voilà, tout ce qui est au site internet, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement un peu indispensable. Voilà, on essaye de se dépatouiller par rapport à ça, mais là, aujourd'hui, pour moi, je dirais salaire. D'accord. Et pour vous, Gaëtan, la plus grande difficulté? Désolé, j'ai une petite déconnexion. Alors, les plus grandes difficultés, premièrement, c'est ça, c'est la stabilité financière au démarrage, qui est un peu compliquée. Alors, moi, j'ai géré mon acre de manière très pragmatique, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur un compte rémunérateur et je faisais un virement de rémunération tous les mois. Voilà, donc j'avais estimé la valeur de l'acre divisée par X mois en disant, voilà, je peux maintenir, pour maintenir le fonctionnement de la maison, on a besoin de X euros par mois avec le salaire de ma femme. Si je divise par ce que j'ai touché, je peux tenir autant de mois. Voilà, donc comme ça permet d'avoir une visibilité, de savoir à partir de quel moment on va être obligé de rentrer dans la vraie vie de la société, c'est-à-dire le moment où on est capable de vraiment devoir
poser une rémunération sur la table et voir si on a une vraie viabilité. Mais ça, c'était vraiment ça, la plus grande difficulté, parce que ça induit un stress. Et puis après, même si on est accompagné par divers organismes, il faut savoir une chose, c'est que quand on se lance en général tout seul comme ça, on commence à travailler tout seul, on a eu l'habitude de travailler en équipe. Quand vous travaillez en équipe dans une entreprise de salariés, vous avez un souci, vous avez un coup de moins bien, vous avez vos collègues. Que vous les appréciez ou vous ne les appréciez pas, tous, vous avez vos collègues. Donc vos collègues sont quand même quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. Quand vous avez un souci, vous avez quelqu'un qui va vous rebooster, qui va vous relancer. Quand vous êtes tout seul dans votre atelier et que vous avez un coup de moins bien, parfois ça vous tape sur le moral et vous le ramenez à la maison. Donc si vous n'avez pas une cellule familiale qui est solide, ça peut arriver à faire exploser la cellule familiale. Donc vous avez besoin de quelqu'un qui va être un petit peu votre garde-fou et qui va relativiser les soucis que vous avez en vous disant voilà, c'est pas tout noir à cet endroit-là, il ne faut pas exagérer, il y a quand même ça et ça de positif. Voilà, donc c'est là où ça a été important quand on entreprend, de l'entreprendre avec son entourage, quoi. L'entourage, et puis encore une fois, collectif. Hein, pour moi, encore une fois, collectif. Et puis clairement, moi, j'ai aussi mes copines qui sont très, très présentes parce qu'elles sont aussi à leur compte, toutes les trois. Donc, de partager, clairement. Et puis, comme Gaëtan disait, d'être seul, oui, effectivement, il y a cette solitude à l'atelier, mais il faut communiquer et aussi se faire accompagner dans tout ça. Parce que, oui, on n'est pas seul. Et parce que, clairement, il faut dépasser après nos peurs limitantes. Hein, là, pour le coup, c'est une question de peur. Hein. Merci Coralie, merci Gaëtan pour vos réponses. Je propose de rester en stand-by sur les questions et on va passer au témoignage de Céline, si vous le voulez. Bonjour. Bonjour Céline. Donc Céline Chantraine, vous avez, alors je me permets, 38 ans, vous êtes maman de 3 enfants et vous faites aujourd'hui de la création, de la fabrication d'objets en pâte polymère pour l'entreprise Caliciemo à Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord. Donc bonjour Céline. C'est ça. Bonjour. Bonjour Céline. Que faisiez-vous avant de faire de la création d'objets en pâte polymère? Alors, de faire mon entreprise, j'avais fait des études en licence d'anglais au hasard. Et je suis partie à l'UFM pour devenir professeure des écoles. J'ai été professeure des écoles pendant 7 ans. Enfin, 7 ans, 10 ans officiels et 7 ans en classe. Où je n'ai jamais eu ma classe, donc un poste fixe. Donc tous les ans, je changeais, j'étais ce qu'on appelle les décharges. Donc c'est les personnes qui complètent les temps partiels, qui complètent les directeurs. Et donc pendant 7 ans, j'ai eu ces différents postes, j'ai changé tous les ans, et puis je sentais que ça commençait à ne plus aller. J'ai toujours dit depuis le début que ce ne serait pas mon métier que je ferais jusqu'à la retraite. Pour moi, ce n'était pas envisageable. Je savais que je ne le ferais pas jusqu'au bout. Et puis ça s'est un peu accéléré à un moment donné puisque j'ai été inspectée. Et l'inspection s'est très mal passée. Et du coup, je me suis mise en arrêt, on m'a mise en arrêt pour dépression. Donc, j'ai été arrêtée pendant 3 ans. J'ai eu un arrêt maladie pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, j'ai découvert la pâte polymère, complètement par hasard. C'est une amie qui m'en a offert. Je l'ai ouvert une fois et puis en fait, ça m'a fait beaucoup de bien. Quand j'étais prof des écoles, j'étais essentiellement en maternelle parce que j'aimais ce côté créatif et manuel. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé la pâte polymère, j'ai pas arrêté. Tous les jours, j'en faisais. Et puis, il y a un moment donné où faut partir, faut quitter l'éducation nationale. Donc, j'ai été aidée pendant cette période-là par la BGE pour savoir ce que je pouvais faire, comment le faire. Et aussi par un groupe de créatrices sur Facebook et sur Internet qui s'appelle Les Filles Bavardes et qui donne énormément de conseils, qui motive énormément.
Et donc, en décembre 2019, j'ai quitté l'éducation nationale, j'ai démissionné et j'ai lancé mon entreprise de création d'objets de bijoux en pâte polymère en avril 2020. Et donc, voilà, depuis je crée à partir de Facebook surtout. Mes commandes sont faites par Facebook. Je n'ai pas eu de formation, je n'ai pas fait de formation, j'ai pas fait de... Enfin voilà, j'ai tout été... c'était une formation autodidacte, c'est-à-dire que voilà, je suis passée par des tutoriels pour me renseigner, pour m'entraîner, j'en ai fait tous les jours. Et à force d'en faire, voilà, les gens m'ont dit c'est pas mal ce que tu fais, peut-être que tu peux en vendre. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à en vendre. Comment vous avez quitté l'éducation nationale finalement du coup vous avez démissionné ou vous avez... J'ai démissionné et j'ai demandé une indemnité de départ volontaire pour la création d'une entreprise, justement. D'accord. Donc, une indemnité qu'on a en 2 fois. Qu'on a une première partie quand on part pour créer l'entreprise, qui est pour aider à créer l'entreprise. Et une deuxième partie, la première, au bout de la première année, où on récupère la deuxième partie de l'indemnité de départ volontaire. Et donc, j'ai démissionné complètement. Je suis partie de l'éducation nationale. Donc, aujourd'hui, vous n'êtes plus fonctionnaire. Vous êtes artisane. Plus du tout. Voilà. Et vous avez du coup créé votre entreprise. Et fière de l'être. Et vous êtes installé au répertoire des métiers, du coup, à la chambre de métiers. Vous avez créé... Oui, je me suis inscrite à la chambre des métiers. Je suis passée par le pass CMA Liberté pour m'inscrire à la chambre des métiers. Donc, pendant 2 ans, j'ai eu ce pass CMA qui faisait que j'avais une conseillère qui m'a suivie pendant ces 2 ans, qui répondait à mes questions quand j'en avais, et qui m'a aussi contactée quand il y avait des petites choses à faire. Notamment, justement, j'ai exposé à Marly à la pâtisserie de Madame Fournier pour un événement exposant d'artisans d'art chez un artisan. Donc, j'avais fait ça pendant un moment. Donc, oui, ça m'a aidé. Je connais Madame Fournier. D'accord. Sinon, vous vendez vos objets sur Facebook, c'est ça, principalement? C'est ça. D'accord. Et vous faites également... Facebook, le bouche à oreille. Et comme Coralie, je crois que vous faites également de l'animation d'atelier. Oui. Alors, je fais atelier à domicile. Et depuis peu, je suis allée démarcher un salon de thé qui a ouvert il y a peu de temps à Saint-Amand. Et pour lui proposer de venir faire des ateliers chez lui. Et il a dit oui tout de suite. Et donc, je fais des ateliers chez lui depuis peu. D'accord. Vous avez un projet de création de boutique pour l'avenir, pour exposer, vendre en boutique vos produits? C'est surtout atelier. Ça sera mon atelier à moi déjà, parce qu'une pièce dans ma maison, c'est bien, mais si je pouvais avoir une pièce extérieure, c'est encore mieux. Et donc, ça serait atelier pour les anniversaires d'enfants, l'atelier adultes, enfants, enfin voilà, et une partie boutique, effectivement, à côté, parce que je fais surtout de la vente, la commande personnalisée. Donc, j'ai peu de stock, mais voilà, je fais beaucoup de commandes personnalisées. D'accord. Donc, création d'un atelier sur Saint-Amand-les-Eaux? La commune... Oui, alors, dans l'idéal, derrière chez moi. D'accord. Ah, derrière chez vous, sur votre terrain, sur votre habitation? Oui, oui. Okay. Oui. Je voulais juste savoir si la collectivité, la commune pouvait vous aider à trouver un local, vous faciliter un peu la vie. Je pense qu'elle pourrait... En fait, il y a le... Je ne sais plus comment ça s'appelle. L'atelier du WAC, je sais pas comment on dit, l'atelier du WAC à Saint-Amand-les-Eaux, où justement, ils aident beaucoup les artisans. Alors, je n'y suis pas encore allée parce que voilà, je jongle entre les enfants, le quotidien et l'entreprise. Et du coup, j'y vais doucement, vraiment doucement. Donc, je ne suis pas vraiment allée voir pour l'instant la mairie pour en discuter, mais c'est une possibilité. Voilà, donc ça, c'est une possibilité. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Quand vous êtes sur une commune et si vous cherchez un local ou à changer de local ou à vous agrandir, il ne faut pas hésiter à se retourner vers la collectivité, vers la commune, Ouais. ou la communauté de communes, pour voir s'ils peuvent accompagner, aider et financer en partie peut-être. Je disais ça pour tous nos participants. Ouais. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Céline, du coup, par rapport à ce changement d'activité? C'est-à-dire, parce que l'éducation nationale, l'enseignement, c'est compliqué aujourd'hui.
Et du coup, vous êtes passé dans une autre voie. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Beaucoup mieux. Je n'ai aucun regret. Je ne regrette pas d'avoir quitté l'Éducation nationale. Alors, effectivement, au niveau des salaires, comme disait Coralie, moi, heureusement que j'ai mon mari derrière, j'ai eu du soutien, j'ai eu de ma famille, de tout le monde. Et j'ai du coup un soutien financier avec mon mari, mais parce que sinon, moi seule, pour l'instant, et parce que je ne prends pas non plus tout le temps possible pour travailler, du coup, au niveau financier, c'est plus compliqué. Mais au fur et à mesure, ça augmente. Et puis j'ai du coup, comme avec mes 3 enfants en bas âge, j'ai cette chance de pouvoir adapter mes horaires. Fin d'année, j'ai été beaucoup contactée par l'école pour accompagner les enfants. Et du coup, les enfants en sortie scolaire. Et du coup, j'accompagne la journée, l'après-midi. Et puis, si je veux, je travaille le soir. Voilà, je peux adapter mes horaires. Et puis, effectivement, l'éducation nationale, et puis déjà, par rapport à mon caractère à moi, depuis toujours, j'ai un manque de confiance en moi. Et voilà, bizarrement, depuis que je suis artisan, de par le retour des clients, de par un peu tout, de par mon entourage, j'ai énormément repris confiance en moi, voire pris confiance en moi en fin de compte, puisque je ne l'avais pas avant. Donc oui, maintenant je suis bien, très bien. Très bien, merci beaucoup. Nous avons une question là de Nadine qui dit l'atelier de quoi, mais je suppose que, en fait, je pense que c'est votre projet de création d'atelier Alors attendez. À côté de votre habitation, c'est-à-dire avoir un espace pour fabriquer vos objets qui vous soient propres, en fait. Oui, un atelier pour animer des ateliers, animer des anniversaires. Est-ce que pour l'instant, vous faites ça chez vous, dans votre habitation? Je fais ça chez les gens, oui, et puis dans ce salon de thé, avec mes... Je ne sais pas si je suis... Oui, vous animez des ateliers soit à la maison, soit chez des gens, mais vous souhaitez aussi créer votre atelier pour fabriquer vos objets à côté de chez vous. Ah, nous avons perdu Céline. Petit problème de connexion. Bon. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. On a 2-3 minutes pour poser des questions à Brice, Coralie ou Gaëtan, et sinon nous allons passer à la suite à la présentation de Transition Pro. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon nous pourrons peut-être y revenir par la suite. Bon. Écoutez, donc nous avons eu 4 super interventions de Brice, Coralie, Gaëtan et Céline. Moi, ce que je retiens, c'est que c'est la réalisation de pouvoir faire un métier passion, d'avoir sa propre autonomie, sa propre liberté dans son activité, mais aussi beaucoup d'implication, beaucoup d'énergie à mettre. Et donc, ça veut dire aussi passer beaucoup de temps, mais aussi avoir du soutien autour de soi, donc soit la famille, soit les amis. Et puis, essentiellement aussi, peut-être faire partie d'un collectif pour pouvoir, dans la durée, se faire aider par d'autres personnes ou pour pouvoir échanger, partager avec elles. Donc, merci Brice, merci Coralie, merci Gaëtan, merci Céline. Et du coup, nous allons passer à la présentation de Transition Pro par son directeur Stéphane Guénézan. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Donc Stéphane Guénézan, directeur de Transition Pro, organisme paritaire qui a été cité par Coralie pour son très, très beau témoignage. Merci à vos invités pour leur témoignage de leur parcours singulier dans les métiers de l'artisanat et qui, en tout cas, évoque et démontre que, effectivement, changer de métier, se reconvertir, il n'y a pas un seul parcours. Il n'y a pas un seul moment, il n'y a pas un âge, il n'y a pas de genre, de sexe pour pouvoir devenir artisan, se réaliser. Et chaque fois, c'est de très beaux parcours de vie et de très beaux témoignages de belles personnes. Donc, merci pour ce moment. J'ai effectivement la chance de diriger un organisme paritaire qui œuvre dans cette belle vocation qui est d'accompagner les salariés
à se réaliser dans un changement de métier. Alors, vous voyez le teasing, hein, ce qui différencie Transition Pro, c'est que nous prenons en charge non seulement la formation, comme peut le faire le compte personnel de formation, hein, le CPF, mais la différence, c'est que Transition Pro prend également en charge le maintien de la rémunération pour permettre de sécuriser le changement de métier, pour les salariés. Alors, qui sommes-nous? Transition Pro, c'est un peu comme la CPRIA. Hein, c'est un organisme paritaire, c'est une association loi 1901, mais dont les administrateurs sont mandatés par les organisations patronales. Alors pour nous, c'est le MEDEF, l'UDP et la CPME, et puis des administrateurs mandatés par les organisations syndicales de notre beau pays, les 5 organisations syndicales que vous connaissez bien. Notre présidence est assurée par Christophe Courquin, qui est mandaté par la CFDT, et la vice-présidence est assurée par le MEDEF. Notre vocation, c'est à la fois donc d'accompagner la reconversion des salariés. Donc, pour pouvoir faire ce métier de financement de la reconversion, c'est bien de pouvoir être un acteur de l'emploi-formation dans le paysage, et de savoir de quoi l'on parle. Transition Pro, simplement, c'est aussi un réseau, c'est-à-dire que vous trouvez Transition Pro en Hauts-de-France, mais vous trouvez Transition Pro dans chacune des régions. Donc Coralie, maintenant, elle peut solliciter Transition Pro Provence-Alpes-Côte d'Azur, mais on peut en trouver aussi à la Guyane, en Guyane, ou à Mayotte. Vous trouvez un Transition Pro partout en proximité. Nos missions à Transition Pro, je vous l'ai dit, c'est financer les projets de transition professionnelle des salariés. Pour faire ces missions, on a besoin de suivre et d'analyser les besoins en emploi, les besoins en compétences dans la région, puisque ce qui fait notre caractéristique, c'est qu'on finance les projets de chaque salarié, mais sous réserve de vérifier les perspectives d'emploi, la viabilité de chaque projet. Et c'est aussi la raison pour laquelle les partenaires sociaux siègent et décident des prises en charge des dossiers, puisque avec les représentants de l'artisanat, hein, des petites et grandes entreprises à nos côtés, mais aussi les représentations syndicales des salariés, on a bien les deux côtés qui permettent d'assurer un regard neutre, bienveillant, mais efficace sur les projets qu'on prend en charge. On a une mission pour assurer et garantir la qualité des formations qu'on prend en charge pour les salariés. Et puis, bien évidemment, pour pouvoir assurer ces missions, on doit travailler avec d'autres, avec les autres opérateurs du monde de l'emploi et de la formation. Et pour répondre à Monsieur Lardière tout à l'heure, qui évoquait la possibilité, comme salarié, de se perfectionner dans son métier, on travaille par exemple avec l'opérateur de compétences de la boulangerie, qui s'appelle l'OPCO-EP, hein, l'opérateur de compétences des entreprises de proximité, pour pouvoir travailler des passerelles entre les dispositifs et accompagner les projets. Nous avons une mission nationale de suivi des opérateurs du conseil en évolution professionnelle. Hein, ce sont les acteurs qui au-delà du bilan de compétences, c'est le service public gratuit de conseil en évolution professionnelle pour les salariés. Nous assurons enfin la mise en œuvre du certificat CLEA, qui est le certificat paritaire des connaissances de base, des connaissances et des compétences professionnelles. Enfin, Transition Pro Hauts-de-France anime la mission ressources handicap formation, mais ce n'est pas l'objet ici. Nous formons les référents handicap pour l'intégration de tous les salariés, y compris reconnus travailleurs handicapés, dans les centres de formation et les CFA. Transition Pro gère 4 dispositifs, puisque sur notre grande mission, hein, qui est d'accompagner la reconversion des salariés, nous gérons ces missions à travers 4 dispositifs. C'est le projet de transition professionnelle, ça a été évoqué. Ça s'appelait avant le congé individuel de formation, mais ça s'appelle maintenant,
En fait, ça s'appelle le compte personnel de formation de transition professionnelle, le CPF de transition. On a fait plus court, ça s'appelle le projet de transition professionnelle. Le PTP, la vocation, c'est se former pour changer de métier en étant pris en charge. Salaire remboursé à l'employeur, autorisation d'absence et le salarié peut se reconvertir et changer de métier. Nous gérons le dispositif démissionnaire, j'y reviendrai. Le dispositif démissionnaire, il permet à un salarié de créer et de reprendre une entreprise tout en percevant une allocation de chômage. Je vous présenterai ce dispositif. On finance la validation des acquis de l'expérience, donc Transition Pro, dans le cadre d'un forfait de 2 000 € finance l'accompagnement et la certification dans le cadre d'une démarche de validation des acquis de l'expérience pour les salariés. Nous travaillons également sur un dispositif expérimental qui s'appelle Transition collective, se reconvertir vers un métier qui recrute. Et enfin, nous délivrons le certificat CLEA. Alors, j'y vais plus avant, je vais développer plus avant les dispositifs pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Transition Pro en Hauts-de-France, c'est une implantation avec une implantation de proximité avec 5 agences qui vous permettent d'être accueillis et conseillés pour monter vos dossiers sur les différents projets, à Saint-Omer, à Amiens, à Arras, à Lille, à Marc-en-Barœul et puis enfin à Valenciennes. Nous avons un site internet, transitionpro-hdf.fr, et l'ensemble de nos services sont accessibles de façon dématérialisée, c'est-à-dire que dans l'absolu, vous pouvez même ne pas avoir à vous déplacer chez nous. Vous pouvez monter votre dossier et déposer votre dossier en lien avec votre organisme de formation et votre employeur, totalement à distance, en ligne, depuis vos espaces personnels. Si on zoome maintenant sur les dispositifs, alors c'est le projet de transition professionnelle qui est évidemment au cœur de notre métier. Le projet de transition professionnelle, se former pour changer de métier, y compris dans son entreprise. C'est une différence significative avec le CIF qui préexistait en 2019. 2018, qu'est-ce que je dis 2018. Donc le PTP, il existe depuis 2019. Il est issu de la loi pour l'avenir, pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Et il permet donc à tous les salariés, CDI, CDD, intérimaires ou intermittents du spectacle, selon conditions d'ancienneté, de pouvoir envisager de se former pour changer de métier. Une assistante de vie qui veut devenir aide-soignante ou comme l'évoquait Coralie, devenir artisane dans le secteur de la vannerie. Tous les salariés sont concernés, il y a des conditions d'éligibilité, mais un projet de transition professionnelle, il doit d'abord être à l'initiative du salarié. Il doit viser obligatoirement un changement de métier, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la logique de perfectionnement. Il faut vraiment que le code ROM qui figure, enfin en tout cas qui est associé à votre qualité professionnelle sur vos feuilles de paye soit différent de l'emploi visé par la formation que vous sollicitez. Et puis, la formation doit être obligatoirement certifiante. Les partenaires sociaux, puisque nous gérons un dispositif partenaire, souhaitent, et c'est bien normal, que les salariés qui se reconvertissent aient une certification professionnelle qui soit reconnue et qui garantisse l'employabilité par la suite. Transition Pro, notre métier sur le projet de transition professionnelle, c'est bien évidemment d'accompagner le candidat à monter son dossier, le salarié. C'est de regarder le dossier pour qu'il soit correctement monté et donc recevable, et c'est de le soumettre ensuite à nos administrateurs, puisque ce sont bien les administrateurs, d'ailleurs dans les 5 sites que je vous ai cités, nos 5 agences, dans chacune des 5 agences, une commission paritaire d'instruction examine chacun des dossiers de salariés sur 3 critères légaux: la cohérence du projet de reconversion, la pertinence, l'adaptation de la formation, et en particulier l'organisme de formation a l'obligation de réaliser un positionnement du salarié pour savoir ce qu'il sait faire, ce qu'il ne sait pas faire, et puis les perspectives d'emploi. Il faut 3 réponses positives. Il faut que les administrateurs paritaires répondent 3 fois oui
à chacune de ces questions pour que le dossier soit finançable. Voilà. Et notre métier, après l'instruction et la décision notifiée aux salariés, à l'employeur et à l'organisme de formation, c'est bien évidemment de gérer pendant le temps du projet de transition professionnelle. C'est de gérer, oui Sébastien, pas de souci, je suis le compteur. C'est de gérer la mise en œuvre, les remboursements, le paiement du salaire tout au long du déroulé. Alors, je ne vais pas vous détailler cette slide, vous l'aurez et vous l'avez également sur notre site internet. Ce sont les conditions plus précises d'éligibilité du PTP sur les différents barèmes d'aide. Et puis là, vous avez également les conditions d'éligibilité. Retenez, grosso modo, que pour être éligible à un PTP, il faut 24 mois de travail, quel que soit son statut de travail, et 12 mois dans la dernière entreprise, là où le salarié fait la demande. La demande de PTP doit obligatoirement, la demande de projet de transition professionnelle doit obligatoirement être traitée par l'employeur. L'employeur, par le Code du travail, doit répondre. Il peut refuser l'autorisation d'absence dans le cadre d'une contrainte de service, mais 9 mois après la première demande, il est condamné à devoir l'autoriser. Donc, le PTP, c'est vraiment un droit du salarié qui permet au salarié, on l'a vu, le salarié qui a envie de faire autre chose, qui est en burn-out ou qui a tout simplement envie de tourner la page, voilà, c'est un droit pour lui d'aller se former et de changer de métier. On quitte le PTP, on va sur le dispositif démissionnaire. Le dispositif démissionnaire, c'est le président Macron, il y a 6 ans, et il a souhaité que les salariés aient plus de possibilités d'accéder à l'assurance chômage, y compris dans le cadre d'une démission, dès lors que les salariés avaient un projet de création-reprise d'entreprise ou dès lors qu'un salarié avait un projet de formation. Dans ce contexte, il y a 3 étapes obligatoires. Le salarié qui souhaite démissionner avec un tel projet, il doit obligatoirement rencontrer un conseiller en évolution professionnelle, là, mon compte personnel, mon conseil en évolution professionnelle. Passage obligatoire. Deuxième étape obligatoire, il doit transmettre son dossier à Transition Pro. Les partenaires sociaux sont là invités à examiner le caractère réel et sérieux du projet du salarié démissionnaire. Et enfin, troisième étape, avec l'attestation de caractère réel et sérieux délivrée par Transition Pro, le salarié se présente à Pôle emploi pour pouvoir, bien qu'étant démissionnaire, pouvoir bénéficier de l'allocation de chômage. Si je reviens 2 minutes sur le projet de transition professionnelle qui était là, ça représente un peu moins de 2000 salariés pris en charge en 2021 en région Hauts-de-France, 25 000 salariés au plan national. Sur le projet démissionnaire, on est aujourd'hui à 1500 salariés qui se sont adressés à Transition Pro pour pouvoir engager un projet de démission. Donc, vous voyez que ce sont quand même et 15 000 au niveau national. Donc, vous voyez que ce sont quand même des dispositifs qui, aujourd'hui, bien que nouveaux, embarquent un nombre important de salariés. Le dispositif suivant, c'est la validation des acquis. Je vous rappelle qu'un an d'exercice d'un métier permet aujourd'hui de pouvoir prétendre au diplôme correspondant. L'expérience au travail vaut diplôme, et c'est ce que Transition Pro professe auprès des salariés, aussi dans une logique de permettre des reprises d'études, de permettre de capitaliser sur ses compétences et d'aller plus loin pour se reconvertir. On propose là un forfait de 2 000 € aux salariés pour pouvoir financer l'accompagnateur qui va accompagner les salariés sur la VAE. Et là, pareil, dossier à déposer auprès de Transition Pro, examen du dossier par Transition Pro et les paritaires et prise en charge du dossier auprès de l'accompagnateur. C'est aujourd'hui à peu près 500 salariés
qui sollicitent Transition Pro sur ces sujets de validation des acquis de l'expérience. Enfin, j'irai plus vite. Là, c'est le certificat CLEA. Transition Pro délivre le certificat CLEA. Simplement savoir que voilà, un projet, ça peut passer par une remise à niveau sur les savoirs de base et que l'interlocuteur Transition Pro est à votre écoute sur ces sujets. Enfin, transition collective, c'est pour les entreprises qui connaissent des évolutions, des emplois dans leur secteur, dans leur entreprise, c'est la possibilité d'accompagner leurs salariés à titre ensuite individuel. Voilà, moi j'ai eu des exemples de secteurs d'entreprise dans le secteur de la restauration, par exemple, où ils avaient besoin de revoir leur effectif dans le secteur du service en salle. Eh bien, ils ont lancé une transition collective et j'ai le souvenir, par exemple, d'une entreprise de Chantilly où on a accompagné une reconversion d'un serveur en salle vers le métier de moniteur auto-école dans le cadre d'une transition collective. Une transition collective, ça peut aussi concerner évidemment une entreprise artisanale qui a un seul salarié. Le collectif peut parfois être réduit à un seul salarié et un dossier individuel. Voilà, donc notre implantation, je vous le redis, un territoire régional, un site internet. Et puis, écoutez, je suis à votre écoute pour répondre à vos questions. Je voyais Sébastien Flon très inquiet sur le timing. Je crois que le contrat est tenu. On est un petit peu en retard, Stéphane. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation riche. Et puis, ça démontre que les dispositifs existent pour aider et accompagner les personnes qui veulent changer de métier. Entre le PTP, entre la VAE aussi pour reconnaître une expérience, et puis le dispositif démissionnaire. Enfin, tout ça est très intéressant. C'est très bien, moi, je trouve ça génial. Et puis, du coup, ça permet pour nous d'avoir des gens qui peuvent venir travailler dans l'artisanat. C'est financé comme l'apprentissage, c'est financé par les contributions des entreprises via l'URSSAF et la redistribution des crédits par France Compétences aux OPCO et aux opérateurs de transition professionnelle Transition Pro. Pour la région, c'est 35 millions d'euros qui sont à disposition des salariés pour accompagner la reconversion. Donc, comme quoi le paritarisme, le dialogue social entre les employeurs et les salariés fait des choses intéressantes et bien pour les employeurs et les salariés. Merci Stéphane. On verra un petit temps de questions-réponses après également l'intervention de M. Gréau pour voir s'il y a des choses qui sont identiques ou pas. Donc restez bien avec nous, M. Ganezan. Bonjour M. Gréau. Bonjour tout le monde. Merci pour votre accueil et notre participation. Je voulais juste effectivement dire que les témoignages précédents font du bien. Et que en fait on montre qu'il y a des possibles aujourd'hui, donc ça fait du bien en tous les cas à entendre. Donc moi je vais vous présenter. Excusez-moi, je suis très content de vous recevoir parce que c'est important de présenter le dispositif Proche Emploi porté par le Conseil régional qui permet aux chefs d'entreprise et aux salariés finalement d'être en relation et de trouver l'emploi qui peut leur convenir dans un métier qui les intéresse, dont ils ont envie d'aller. Et ça, c'est très bien que vous soyez là pour le présenter. Voilà. Donc, vous êtes chef de service à Proche Emploi. Oui, je suis responsable de service donc, à Proche Emploi, la direction Proche Emploi au niveau du conseil régional. Et donc, c'est effectivement un dispositif du conseil régional et donc un dispositif qui a pour périmètre la région des Hauts-de-France. Ce dispositif, en tous les cas, on est sur deux... alors, c'est moi qui fais avancer, voilà. On est sur, je dirais, deux grandes missions. Une mission qu'on a auprès des demandeurs d'emploi et une mission aussi auprès des entreprises avec un numéro vert unique à la fois pour les demandeurs d'emploi et pour les entreprises, qui est le 0800 026 080. Donc, lorsque, par exemple, un demandeur d'emploi nous contacte, je leur expliquerai tout à l'heure, je le développerai, mais il est reçu par une référente de chez nous qui va l'accompagner, l'écouter et étudier avec la personne ses besoins et ses attentes.
Et on a effectivement un volet au niveau entreprise. Ce volet entreprise est géré par les plateformes territoriales Proche Emploi. Et donc, c'est un accompagnement des entreprises dans leurs besoins en ressources humaines et dans leur recrutement, avec un objectif, effectivement, on va parler de faire un peu du circuit court, pour faciliter les rencontres entre les entreprises et les demandeurs d'emploi. Quelques chiffres, en tous les cas, par rapport à la demande d'emploi et l'offre d'emploi sur la France, donc au premier trimestre 2022, on constate une forte baisse sur un an du nombre de demandeurs d'emploi, puisqu'on est à moins 16,5% sur une année, alors qu'en région de France, c'est une baisse de moins 3,2%. Et sur un trimestre, sur la région de France, ça représente 8,6, alors qu'on est à moins 16,5 sur la France. On a une hausse du nombre d'emplois salariés, puisque c'est plus de 4% par rapport au quatrième trimestre 2021. Et selon l'étude besoin de main-d'œuvre de Pôle emploi, on estime à peu près à plus de 3 millions de projets de recrutement. Et c'est presque plus de 12% de plus qu'en 2021. Ces projets de recrutement aujourd'hui, ils vont toucher plus particulièrement les petites et moyennes entreprises, puisque 7 projets sur 10 concernent les établissements de moins de 50 salariés. Et que sur l'ensemble des projets Voilà, et que sur l'ensemble des projets de recrutement, 58% des chefs d'entreprise estiment que les recrutements seront jugés difficiles. Alors difficiles pour différentes raisons, difficiles parce qu'aujourd'hui on a un nombre insuffisant de candidats lié à la baisse du nombre de demandeurs d'emploi. Difficile parce que les profils d'offres ne sont pas forcément en adéquation avec les candidats. Cela peut être parfois lié à un manque d'expérience, à une insuffisance de formation ou un manque tout simplement de motivation. Difficile parce que parfois les conditions de travail sont plus difficiles sur le métier. Difficile parce que parfois c'est un déficit d'image de la filière, un déficit d'image du métier ou même un déficit parfois d'image des entreprises. Et puis, ça peut être difficile parce qu'il y a un problème de mobilité des publics. Donc c'est dans ce contexte, en tous les cas, que Proche Emploi agit et que Proche Emploi est un point d'entrée pour les entreprises et plus particulièrement pour les TPE, PME qui cherchent à recruter. Donc aujourd'hui, les plateformes territoriales Proche Emploi qui sont installées dans tel territoire et qui sont en lien avec les entreprises propose un rendez-vous personnalisé avec le chef d'entreprise ou le responsable des ressources humaines pour étudier avec lui le poste à pourvoir, un accompagnement et un conseil au recrutement. En tous les cas, le rôle aujourd'hui des plateformes, il est de plus en plus de conseiller les entreprises, de mettre en valeur les entreprises, de mettre en valeur leurs offres d'emploi aussi. Et elle propose, en tous les cas, des candidats, avec une mise en relation et des candidats qui seraient susceptibles de correspondre au poste. Alors parfois, effectivement, aujourd'hui, quand on parle d'accompagnement et de conseil au recrutement, c'est de dire à une entreprise aujourd'hui, le mouton à 5 pattes, il n'existe plus. Vous ne le trouverez pas. En tous les cas, si vous voulez le chercher, peut-être, vous irez le chercher, dans une autre entreprise, mais en tous les cas, il n'existe pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ensemble? Est-ce que vous êtes prêt à accepter aujourd'hui des personnes en formation? Est-ce que vous êtes prêt à accepter de l'alternance? Est-ce que vous êtes prêt à accepter, de revoir vos exigences? Voilà, donc il y a tout un travail, avec le chef d'entreprise, dans sa relation avec lui, pour faciliter son recrutement.
Donc voilà, on a une organisation aujourd'hui qui est territorialisée. Alors, ça passe pas. Voilà, on a une organisation territorialisée avec 23 plateformes qui sont en proximité dans les territoires auprès des entreprises, avec un ciblage prioritaire qui sont les TPE-PME. Un ciblage prioritaire aussi, c'est le marché caché. Alors quand on dit marché caché, c'est effectivement aujourd'hui les offres qui ne sont pas forcément connues par les autres acteurs et partenaires de l'emploi. On va travailler effectivement aujourd'hui avec des entreprises qui n'ont pas déposé d'offres d'emploi. Voilà. Et l'objectif des plateformes, c'est de faire connaître largement les offres d'emploi. Donc, 3 axes d'intervention: la collecte des offres cachées dans les TPE-PME, la mobilisation des chefs de file métier. Alors, on a des ambassadeurs aujourd'hui Proche Emploi, des chefs d'entreprise, des responsables de recrutement, qui travaillent avec nous pour animer des circuits courts. Alors, l'animation de circuits courts, c'est on fait venir des jeunes et 4-5 chefs d'entreprise, et l'objectif, c'est de pouvoir discuter ensemble. Que les chefs d'entreprise puissent conseiller les jeunes sur leur démarche de recherche d'emploi. Ce ne sont pas des chefs d'entreprise qui sont en démarche de recrutement, mais qui sont plutôt là en termes de conseil et d'échange avec des jeunes. Donc on propose tout type de contrat, CDI, CDD, contrat de professionnalisation, contrat d'apprentissage. Donc Proche Emploi propose aussi aux demandeurs d'emploi des offres disponibles dans la région, ou aussi des offres de formation. Donc on a pour ça effectivement aujourd'hui à la région des référents aussi qui reçoivent dans les territoires pour proposer différentes offres d'emploi, qu'elles soient les offres d'emploi de Proche Emploi, qu'elles soient des offres d'emploi de d'autres partenaires, qu'elles soient des offres d'emploi connues sur le territoire. Donc l'objectif, c'est de faire la mise en relation avec les entreprises, mais on a aussi un travail avec les personnes sur la formation, puisque la formation est une compétence de la région. La formation des demandeurs d'emploi est de la compétence de la région. Donc il y a tout un programme régional de formation aujourd'hui qui est proposé dans les territoires pour les personnes. Donc voilà, l'appel numéro vert, un entretien individuel, un suivi personnalisé donc avec les personnes. Je passe. Alors, on a un autre dispositif aujourd'hui dans les territoires qui est le dispositif Proche Info Formation. Ce dispositif aussi sur l'ensemble du territoire Hauts-de-France permet en tous les cas de travailler sur l'orientation. Donc l'objectif, c'est de valoriser aussi les métiers en tension, de valoriser les métiers aujourd'hui qui ont des difficultés de recruter, de valoriser les filières et aujourd'hui de travailler avec les personnes aussi sur la représentation qu'on peut avoir des métiers. Donc c'est de proposer aussi toute une offre de formation, comme je le disais tout à l'heure, le programme régional de formation ou toute autre offre de formation, puisque Pôle emploi aussi est amené à proposer des offres de formation. C'est une information sur les métiers en tension de recrutement et puis aussi, voilà, c'est aussi d'informer sur quelles sont les conditions d'accès, quelles sont les perspectives d'emploi, sur le marché du travail dans les territoires, quels sont les préalables indispensables pour accéder, à l'emploi. Donc simplement, voilà, la carte aujourd'hui aussi, des espaces proches info, formation, donc différents lieux d'accueil, sur l'ensemble de la région de France, avec une clé d'entrée, pour, vous accompagner dans vos démarches, que ce soit auprès des chefs d'entreprise ou alors hop, je reviens ici, ou auprès des demandeurs d'emploi. C'est le 0800 026 080. Voilà, je pense que j'ai tenu aussi le timing. Très Sébastien? bien. Merci beaucoup, Cyril. Et puis, pour vous dire que les présentations seront envoyées aux participants a Voilà. posteriori. Voilà. Parce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas forcément pu dire dans le détail.
ils auront tout ça soit sur vos présentations qu'on enverra, soit sur vos sites internet à disposition. Merci beaucoup en tout cas Cyril, merci Stéphane pour ces deux présentations de deux dispositifs régionaux, donc c'est vraiment ciblé en région et avec de la proximité en termes de contact, c'est-à-dire voilà, on ne va pas appeler à Paris pour avoir les informations, on ne sait pas où appeler, voilà, il y a des numéros, il y a des contacts et physiques. Voilà. Merci beaucoup. Alors, est-ce que nous avons le temps de traiter, on peut traiter une question, mais je vois, on manque un peu de temps et on doit conclure d'ici 5 minutes. On a quelques informations à vous donner, donc s'il y a une ou deux questions, on peut se permettre d'y répondre. Alors, il y avait une question de Nadège, mais je pense qu'on va y répondre après, parce que je ne comprends pas forcément la question. Donc, si vous avez des questions à poser à Stéphane et à Cyril, nous avons 2 minutes. Je voyais une question sur le nombre de dossiers pris en charge. Je crois que vous avez répondu. Ouais. C'est 90% des dossiers déposés éligibles sont pris en charge par Transition Pro aujourd'hui. Donc, 9 dossiers sur 10, 9 dossiers de salariés sur 10 sont pris en charge par Transition Pro. Il y avait une question d'Index, je n'ai pas très bien compris, c'est marqué liberté de choisir son avenir professionnel, mais si ça rentre dans les métiers en tension, c'est bien ça? Oui, enfin, les métiers en tension, je veux dire, aujourd'hui, tous les métiers sont en tension. Chaque dossier individuellement est examiné sur les perspectives d'emploi. Donc, vous voyez, on a financé le projet de reconversion en vannerie de Coralie tout à l'heure parce qu'on a jugé que son projet était crédible. Parce qu'elle nous apportait des éléments tangibles de sa création d'entreprise par la suite. Et donc, les administrateurs de Transition Pro ont trouvé que voilà, les perspectives d'emploi étaient réelles et sérieuses dans les métiers de l'artisanat. Une précision, tous les salariés qui sont issus des entreprises de moins de 50 salariés sont privilégiés également et ont un point supplémentaire. Mais oui, la perspective d'emploi, on ne forme pas pour former, on forme pour que les salariés se réinsèrent durablement dans le travail et dans l'emploi. Très bien, merci beaucoup Stéphane. Bon, on arrive au bout du webinaire. Donc là, je propose qu'on passe au deuxième sondage. Donc c'est un sondage qui va nous permettre d'évaluer si ce webinaire vous a plu. Donc, vous avez ce sondage dans l'onglet sondage en bas à droite. Donc, est-ce que ce webinaire a répondu à vos attentes? Donc, 4 réponses. Oui, tout à fait. Oui, en partie. Non, pas totalement. Non, pas du tout. Donc, voilà. Donc, vous pouvez répondre. Bon, c'est un plébiscite. Et ça monte. Bon, sur l'ensemble des participants, donc on est à oui, tout à fait, oui, en partie, donc on est à 100%. Donc, merci pour vos retours positifs. Merci, ça fait plaisir. Alors, nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. Donc, ce webinaire est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc, on a eu 4 interventions de chefs d'entreprise aujourd'hui, donc qui ont changé de métier, plus 2 présentations de dispositifs. Et du coup, je vais laisser la parole à Philippe Guilbert et à Evelyne Mercier pour conclure et remercier tous les intervenants et tous les participants. Philippe et Evelyne, c'est à vous. Oui, tout d'abord, remercier d'abord tous les participants, les témoignages que l'on a eus de la part de Céline, de Coralie, de Gaëtan et de Brice. Ce fut riche de témoignages. Je remercie également, bien évidemment, la CPRIA et l'organisation de la CPRIA, nos charmantes personnes qui travaillent avec nous, l'ARAT, bien évidemment, Proche Emploi, Transition Pro, qui nous ont bien éclairé sur toutes les possibilités et qui vont donner des perspectives à toutes les personnes qui sont en reconversion et qui cherchent une reconversion. Aujourd'hui, donner du sens à sa vie, c'est ce qu'on disait, c'est très important. On a eu de beaux témoignages. Je pense que à travers ce webinaire,
voilà, on a eu des témoignages très originaux, hein, les uns les autres, des reconversions professionnelles, comme tout à l'heure un intervenant l'a dit, qui sont pas formatées, qui sont vraiment totalement différentes. Et je pense que c'est cette différence qui fait aussi après la richesse de cette reconversion. Mais que moi, je me suis aperçu que la reconversion faite aujourd'hui, le métier précédent ou les métiers précédents n'ont fait qu'enrichir aujourd'hui la qualité à la fois humaine et professionnelle de toutes les personnes qui se sont reconverties. Donc, ça ne fait que voilà, dire aux personnes qui souhaitent aujourd'hui changer d'orientation, donner du sens à leur vie avec un métier de passion, qui n'hésitent pas à le faire, puisqu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, aguerris d'une formation antérieure ou d'expérience professionnelle passée, aujourd'hui, on peut tout à fait enrichir aujourd'hui sa vie professionnelle. Voilà. Peut-être Evelyne aussi, vous laissez conclure. Moi, je remercie tous ceux qui ont participé à ce webinaire parce qu'il était vraiment très utile. Il nous montre à quel point certaines personnes sont capables de mener leur vie et de savoir vraiment ce qu'elles veulent, de savoir s'accompagner. Et je remercie aussi les organismes qui nous ont présenté tout ce qui pouvait accompagner l'emploi et les demandeurs d'emploi ou les demandeurs de transition. C'est vraiment essentiel de vous avoir et d'avoir aussi toutes les personnes qui, dans vos organismes, aident les salariés et les demandeurs d'emploi à retrouver donc une position d'acteur de la vie professionnelle. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Alors, je pense que nous, à notre niveau, on continuera à travailler avec vous. Merci aussi à l'ARACT, parce qu'évidemment, tout ce qu'on nous a présenté fait bien évidemment partie des conditions de travail. Alors, au prochain webinaire. Et merci à tous. Merci. Je voudrais quand même conclure en remerciant Sébastien Flon, voilà, notre secrétaire général qui a animé ce webinaire de main de maître. Et donc, merci Sébastien pour ces échanges et encore bravo à tous. Mais il fait tellement partie de notre équipe que je ne vais pas dire que je l'ai oublié, c'est pas vrai, il a tellement été présent. Mais merci Sébastien. Merci Evelyne, merci à tous, merci à toutes, merci à toutes, merci à tous. Et puis une excellente fin d'après-midi. Et puis au plaisir de vous retrouver pour un autre webinaire sur ces sujets autant importants pour les employeurs et les salariés. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.